Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Arcana les mystères du monde où aujourd'hui nous allons ouvrir les portes de l'invisible et nous intéresser aux histoires paranormales. Hantise, possession, télékinésie, réincarnation, ufologie et encore tout un tas d'autres histoires captivantes mais aussi parfois terrifiantes. Alors, s'agit-il d'immenses canulars? Ou alors sommes-nous simplement dans la difficulté pour expliquer des phénomènes que nous ne comprenons pas encore? Eh bien, cela dépend des cas. Parfois, il y a un peu des deux. Alors, pour en parler aujourd'hui, je vais recevoir un intervenant. Je reçois David Gallet, lui-même est auteur, réalisateur de documentaires et également journaliste. Mais surtout, cela fait de nombreuses années qu'il s'intéresse aux histoires paranormales et qu'il a enquêté sur de nombreux cas. Encore une fois, certains d'entre eux sont terrifiants, et d'autres sont amusants, et parfois d'autres laissent complètement dans l'incompréhension. Alors, n'attendons pas plus et je vous laisse découvrir cette enquête sur les histoires paranormales. Bonjour David, comment vas-tu? Bonjour Ludovic, ça va bien? Impeccable, nickel. Bon bah écoute, super. Ça fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne t'avais encore jamais reçu sur la chaîne. Pourtant j'ai reçu pas mal d'amis que tu connais bien, Jean-Patrick Portal, Christian Doumergue, etc. Absolument. Donc c'était l'occasion. Alors, je te reçois aujourd'hui pour une autre raison, c'est que tu as un nouveau livre qui va sortir dans quelques jours, quelques semaines, et qui va traiter donc des histoires paranormales, et spécifiquement aussi des enfants. Ouais. Alors, à noter quand même, pour ceux qui te découvriraient aujourd'hui, toi-même tu es journaliste, tu es réalisateur et auteur de pas mal de bouquins, et particulièrement sur le paranormal. Oui, au départ pas du tout, enfin pas vraiment sur. Déjà, j'étais pas du tout auteur ou l'histoire d'écrire, ça ne me plaît pas forcément beaucoup. Et puis ben, on m'avait demandé en fait d'écrire un bouquin pour un éditeur qui s'appelle les Éditions de l'Opportun et qui était sur la France mystérieuse, parce que je me promenais beaucoup, j'étais sur France 2 depuis une dizaine d'années et je faisais que des reportages sur les lieux mystérieux, les énigmes historiques, les phénomènes paranormaux, la voyance, etc., etc. Et donc cet éditeur-là m'avait dit, bah écoute, ça serait pas mal d'écrire un bouquin qui s'appelle La France mystérieuse. On en a fait un volume, puis deux, puis c'est devenu une compilation. Et puis cette compilation des France mystérieuses a très bien fonctionné du coup. Je crois que ça se vend maintenant à pratiquement 40 000 exemplaires. Et donc du coup, bah, il m'en a demandé d'autres évidemment. Alors je suis toujours aussi froid quand on me demande quelque chose là-dessus. Mais bon voilà. Et donc les autres sont sortis aussi, toujours sur le thème de la France maudite, sur des histoires d'ovnis avec Christian Doumergue d'ailleurs, la fabuleuse histoire des ovnis, ou Paranormal qui est la sortie aux éditions Michel Lafon. D'accord. Alors, une première question pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc, tu t'es intéressé aux énigmes historiques, notamment un beau documentaire sur les Templiers, les histoires mystérieuses, la France mystérieuse, les histoires paranormales, mais tout d'abord, est-ce que toi, à titre personnel, tu as déjà vécu, fait l'expérience directement d'un phénomène dit paranormal, avec tout ce que cela peut comporter? Alors, sur ma longue carrière, hein, parce que ça fait 25 ans que j'enquête là-dessus, il m'est arrivé très peu de choses. D'ailleurs, en pourcentage, c'est même pas 1%. Très peu de choses, mais à chaque fois, c'est très questionnant. C'est-à-dire, par exemple, pour les ovnis, évidemment que je rêvais, comme tout le monde, quand on s'intéresse au sujet, d'en voir un. J'en ai filmé un jour, mais complètement par hasard, sans évidemment m'y attendre. Alors, c'est vrai que quand on s'intéresse aux ovnis, quand on filme ou quand on regarde le ciel, on observe, on est très observateur, là, pour le coup. On cherche l'élément un peu bizarre. Là, en l'occurrence, c'était à côté d'une centrale nucléaire. J'avais eu la chance de filmer quelque chose de tout à fait incroyable. Et dans mes connaissances, bah, j'avais André Braic, hein, qui était un fameux astrophysicien. Il y avait Jean-Claude Bourret, il y avait tout un tas de gens. Donc, j'ai envoyé ces images à tous ces gens que je connaissais en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Y compris d'ailleurs au GEPAN. Et j'ai pas eu de solution, j'ai pas eu l'énigme est toujours là. Sinon, dans les autres phénomènes, il y a eu deux, trois trucs, c'est-à-dire dans des endroits un peu bizarres. Alors, est-ce que c'est moi qui ai, comment dire, pas inventé, mais qui ai surinterprété quelque chose? Je me suis fait un jour pousser dans le dos par un poing comme ça, alors qu'on était en tournage. Et là, j'avais la caméra. Et donc, voilà, je filmais. C'était pour tout te remettre dans le contexte. Je suivais des chasseurs de fantômes il y a une dizaine d'années. On était dans un vieux cloître, je sais plus ce que c'était exactement. Et puis, bah, il était 2 heures du matin, j'en pouvais plus. Donc, j'avais un petit peu tendance à m'adosser au mur. Et puis, bon, bah, voilà, à un moment, je me suis fait pousser dans le dos par un poing, comme ça. Et ça, c'était tellement fort que je suis passé en avant, quelque part. Devant les gens que je filmais qui se sont interrogés, j'ai rigolé en disant, bah, voilà, je me suis fait pousser dans le dos. Et voilà, eux étaient en train de faire de la TCI. Et
voilà, ils ont été aussi interpellés que moi. J'ai pas eu peur ou quoi que ce soit, mais enfin c'était quand même un petit peu bizarre. Une autre fois, une main sur l'épaule, comme ça, alors vraiment, mais franche, comme si vraiment c'était un bon pote qui me faisait comme ça et qui laissait la main comme ça quelques secondes. Ça aussi, sensation très étrange et même réaction. Amusé. Et là où j'ai été moins amusé, c'était au château de Fougeray. Mais alors, il y a au tout début des phénomènes décrits par Véronique et son mari. Et là, pour le coup, j'ai entendu des bruits de pas, je raconte souvent, des bruits de pas très très forts dans le hall d'entrée. J'étais en train de faire un reportage pour France Télévisions et j'étais sûr que il se passerait rien. Or là, il s'est vraiment passé quelque chose. C'était tellement puissant comme marche et ça venait en ma direction que je suis sorti du château en me disant je réfléchirai plus tard. Mais pour l'instant, évitons les problèmes. Donc voilà. Après ça, bon voilà, il y a des choses peut-être plus personnelles que j'ai pas envie d'aborder là. Ouais. Mais voilà, c'est un questionnement. Hein, j'ai pas de croyance en tout cas, et je suis pas non plus le hyper sceptique, c'est-à-dire le type qui dit maintenant il faut que la science l'explique, etc. Il y a des choses que la science n'explique pas, qu'elle n'expliquera peut-être jamais à notre niveau de science d'aujourd'hui. Mais voilà, je suis en mode questionnement. Ouais, tu es en recherche. Mais ça, c'est intéressant parce que ta posture neutre, entre parenthèses, pas face au phénomène, comme tu l'as dit, pas ultra sceptique et pas croyant automatique, fait que tu laisses la porte ouverte au phénomène et aussi la porte ouverte à une explication rationnelle si tant est qu'elle puisse arriver. Bien sûr, c'est la première recherche. Ça fait quand même pas mal d'expérience, mine de rien, quand même. Hein. Oui, ça fait déjà pas mal. C'est pas le truc foufou quand même. Hein. C'est pas voilà, je me suis pas fait griffer dans le dos par un fantôme, mais ouais, ça reste des choses qui sont voilà, on se demande, mais comme quand on a un phénomène, comment dire, de synchronicité ou de choses comme ça, on se questionne. Et après, ça peut amener assez loin. Je ne dérive jamais, mais voilà, il y a un moment où on se dit, ok. On pense qu'on est dans un monde qui n'est pas tout à fait comme on croit qu'il l'est. Oui, puis pour sortir la bonne vieille phrase souvent usitée, ce qu'on appelait magie autrefois est peut-être la science d'aujourd'hui, et ce qu'on appelle magie aujourd'hui sera peut-être la science de demain. Oui, l'alchimie est devenue la chimie. Ouais. Et complètement. Et c'est pour ça que je te reçois pour cette approche mixte, c'est-à-dire à la fois pas ultra sceptique et pas forcément croyant, donc qui te permet d'avoir parfois une analyse froide des phénomènes. Alors pour introduire un petit peu notre sujet, avant de parler spécifiquement de ton nouveau livre, il y aurait une question, c'est dans la famille des phénomènes paranormaux, on va trouver tout un tas de catégories, hein, les ovnis, les médiums, les hantises, les poltergeists, etc. Mais selon toi, est-ce qu'il existe une trame commune derrière ces affaires, ou bien est-ce qu'on les regroupe seulement dans cette grande famille par notre incapacité à les expliquer ? Alors, ce sont des phénomènes très divers, mais il y a quand même quelques traits communs. Par exemple, la notion de temps. Quand on parle d'apparition de la Vierge, quand on parle d'ovni, quand on parle de phénomènes de poltergeist, il y a toujours une notion de temps qui est bizarre. Par exemple, dans les phénomènes de poltergeist, vous pouvez voir des pierres qui vont tomber du plafond, qui vont d'ailleurs arriver dans votre direction, mais à une vitesse totalement anormale. C'est très, très curieux. Les apparitions de la Vierge, on a l'impression qu'elles sont dans une bulle, c'est-à-dire qu'elles tombent à genoux. Les jeunes filles, par exemple, qui voient la Vierge à Fatima ou à Lourdes, elles tombent à genoux extrêmement rapidement. À Banneux ou à Pontmain, c'est pareil. C'est vraiment extrêmement violent. Et si on les mettait au ralenti, on trouverait ça normal, quoi. Comme dans une bulle temporelle. Dans les ovnis, c'est pareil. On voit quelque chose qui arrive dans le ciel, qui se balade et qui repart à une vitesse phénoménale. Est-ce qu'il y a une accélération du temps? Là aussi. Donc voilà, on a cette sensation quand même, un point commun dans ces phénomènes, c'est le temps. Après, c'est la réalité. Qu'est-ce qu'est notre réalité? On se questionne aussi là-dessus parce que c'est tellement déstabilisant de voir des phénomènes comme ça ou de les observer que on se demande effectivement d'abord, essayons de définir qu'est-ce que notre réalité. Et dans ces cas-là, peut-être qu'on comprendra ces autres phénomènes, quoi. Enfin, ces phénomènes qui nous paraissent extrêmement exotiques. Et voilà, d'autres points communs, ça touche souvent, moi j'ai quand même l'impression, alors peut-être pas le phénomène OVNI, mais la plupart des phénomènes que j'ai trouvé très intéressants touchent les plus jeunes, les enfants. En tout cas, leur cas me paraît plus intéressant. Donc les plus jeunes, les adolescents notamment. Ouais. Alors ça, on va y revenir longuement, notamment sur la perception des enfants adolescents. Mais il y a quand même aussi une autre chose qui est mal comprise, c'est la nature du phénomène. C'est-à-dire au-delà du fait que les gens vivent une expérience ou une observation diverse, en fait, on n'en comprend pas la nature. Est-elle de nature matérielle? Est-elle de nature psychologique? Est-elle liée à une autre réalité, des entités, tout ce que l'on veut? C'est parfois très très difficile de savoir sur quel plan on se place. Alors, pour certains phénomènes, ça peut pas être une illusion ou quelque chose comme ça. Je prends un phénomène de poltergeist, les pluies de pierre, par exemple, à Arcachon, là, dans cet établissement
comment dire, de repos, passé dans les années 60, je crois, il tombait des pierres. Ces pierres-là, ils les ont récupérées, elles étaient chaudes, etc. Donc, on a quand même quelque chose de physique. Les ovnis, j'en parlais tout à l'heure, j'ai pu filmer quelque chose. Bon, là, voilà, est-ce que c'est une manipulation de l'information par autre chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai une trace. J'ai vraiment une trace de l'événement. Et puis, effectivement, il y a des moments, quand on est tout seul face à un événement, je parlais tout à l'heure de la main sur l'épaule, voilà, on est seul face à un événement. Alors oui, ça peut être une illusion, ça peut être une crampe, ça peut être nous-mêmes déclenchons des phénomènes tout à fait incroyables au niveau de notre santé, par exemple. Et les plus jeunes, je pense, sont capables aussi de déclencher des phénomènes qui vont au-delà de leur propre santé. Ouais, je suis complètement d'accord avec cette approche. Et il y a l'idée aussi que c'est pas parce qu'un phénomène n'est pas matériel qu'il n'a pas une certaine forme de réalité à minima psychique et qui inclut donc de ce fait une réaction. Tu as cité avec le cas de la santé l'effet placebo. L'effet placebo, c'est tout ce qu'il y a de magique par essence, si l'on peut dire. Oui, enfin pour la science aujourd'hui, oui, effectivement, c'est étonnant. Alors justement, on parlant science un petit peu toujours dans cette introduction, aujourd'hui, au XXIe siècle, la science continue de rejeter en bloc l'existence du paranormal malgré une multitude d'affaires documentées, que tu citais notamment, de témoignages bien entendu. Alors est-ce qu'il y a, selon toi, encore une forme de fermeture volontaire du monde scientifique, une sorte de scientisme qui est toujours latent un petit peu? Alors, le problème, c'est qu'on a un gros sac qui s'appelle paranormal, et là-dedans, on a tout mis. C'est-à-dire que quand on parle de paranormal, on a les voyants, on a les médiums, on a les astrologues, on a les ovnis, les fantômes, les chasseurs de fantômes. On a vraiment tout là-dedans. Or, c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Si la science doit étudier quelque chose, elle a un gros problème, c'est qu'il faut que ça soit un phénomène qui se répète. C'est beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'un ovni qui passe dans le ciel, elle est incapable de reproduire le phénomène. Elle peut étudier le cas, mais elle va pas, voilà, elle peut rien faire d'autre. Elle éventuellement essayer de reproduire le phénomène dans le ciel. Pour l'instant, elle n'y arrive pas, par exemple. Donc, le paranormal et la science, c'est un peu compliqué. Déjà, beaucoup ont été refroidis parce que dans le paranormal, depuis des siècles, on a énormément d'escrocs. Donc, des gens qui ont utilisé des pouvoirs magiques, la voyance, de prédire des choses, etc. Il y en a énormément. Donc, ils s'en méfient, mais comme de la peste. Et dans les années, à l'époque de l'IMI, à Paris, l'Institut Métapsychique International, ils se sont fait avoir, des prix Nobel, hein, qui se sont fait avoir assez sérieusement. Donc, je pense que ça les a bien vaccinés, mais ça les intéresse. À chaque fois qu'on fait des interviews avec des scientifiques, oui, ils sont curieux, mais ils vont pas mettre la main dedans. Voilà, ils s'intéressent, mais on va dire, c'est pas dans leur, c'est pas au niveau professionnel, c'est une curiosité. Voilà, et les médecins, c'est pareil, etc. Dans leur temps libre, on va dire. Alors, ouais, mais c'est quand même assez sidérant, et c'est quelque part, c'est pas mal, parce que alors c'est vrai que vous verrez jamais à la télé un type qui va dire, je sais pas quoi, un cancérologue, un oncologue qui va dire clairement, voilà, j'ai vu des cas de cancer qui se sont comme ça, comment dire, soignés, mais alors en un jour, il y avait plus de séquelles et plus rien. Alors ils vous le disent pas face caméra, mais hors caméra, ils vous le disent, mais quand il y a des réunions comme ça d'oncologues internationaux, etc., chaque personne, chaque professeur a son anecdote à lui aussi. Donc ça existe, évidemment, on n'appelle pas ça des miracles en science, on appelle ça des guérisons spontanées, qu'on n'explique pas, mais moi je suis toujours très curieux de me dire, mais pourquoi ils ne focalisent pas sur ce genre de cas? Comment c'est possible? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce qu'elle a fait quelque chose? Elle a mangé quelque chose, un truc spécial? Je ne sais pas, mais je trouverais ça très intéressant. Mais c'est compliqué. Le déterminisme, l'élément commun qui pourrait expliquer ces phénomènes, avoir une lecture. Voilà, prendre tous les cas de guérison spontanée, éventuellement on prend aussi les miracles, enfin les choses qu'ont reconnues l'Église, et puis on se dit, ok, quel est le point commun de toutes ces personnes? Pour l'instant, alors c'est le flou total, on ne sait pas, mais il y a bien quelque chose, probablement. Oui, alors ça c'est très intéressant parce qu'on voit, je cite, tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de la Vierge de Guadeloupe ou d'autres apparitions mariales. Alors ce qui est très intéressant, c'est que toutes les apparitions mariales connues apparaissent dans des terreaux, entre parenthèses, où les gens ont une prédisposition à la croyance de type abrahamique, c'est-à-dire musulmans, chrétiens, juifs possiblement, donc une identification. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va trouver en Asie, par exemple, des phénomènes d'observation, sauf qu'on y voit Guan Yin, c'est un bodhisattva féminin parfaitement identique. Donc ça pose la question qui est, il y a un phénomène observable, mais néanmoins l'observateur fait partie de l'expérience dans sa représentation, cette image. Totalement. Et en fait, c'est un effet miroir, c'est-à-dire qu'on observe un phénomène,
que moi j'appelle intelligent, et qui va, une intelligence exotique, et qui va nous projeter ce qu'on lui donne comme image. Et c'est pour ça que la Vierge est habillée de manière très différente suivant les apparitions. Alors, elle apparaît pas forcément à des gens très croyants, hein, la Vierge. Hein. C'est souvent cadre culturel. Je parlais pas de oui, dans le croyance, cadre culturel, adhésion, tout mais à fait. cadre culturel. Exactement. Et souvent, la Vierge ressemble, quand elle est décrite, elle ressemble à la statue qu'il y a dans l'église du village. Donc, c'est vraiment tout à fait la même chose. Donc, on voit bien que c'est une imprégnation culturelle qui est reflétée par quelque chose qui tente une communication, hein. Mais voilà, on sait pas. Et c'est probablement, alors je dis probablement, évidemment que j'en sais strictement rien, à mon sens, c'est la même chose pour les ovnis. C'est-à-dire que les différentes formes de ce qu'on peut voir, et d'ailleurs, quand on analyse tout ça, certains l'ont fait très bien d'ailleurs, on voit bien que c'est en lien avec la culture populaire de l'époque. C'est des soucoupes, c'est des avions, c'est des dirigeables, c'est tout un tas de choses, mais ça évolue avec l'époque. Donc là encore, une fois, encore on a un effet miroir là-dessus. C'est exactement la question que j'allais te poser par la suite, c'est-à-dire l'influence de la culture populaire, cinéma, télévision, etc., sur les phénomènes. Alors, tu l'as dit pour le phénomène ovni, la représentation de l'ovni qu'on voit dans le ciel est souvent assez conforme au modèle littéraire ou au modèle cinématographique de l'époque. Ils sont évolutifs. Et pour toi, dans quelle mesure, alors, si on va plus sur les phénomènes paranormaux de hantise, des films comme Poltergeist, L'Exorciste, etc., les grands films d'horreur et d'épouvante des années 70-80, dans quelle mesure ils ont influencé un petit peu les récits? Mais au-delà de l'influence, est-ce qu'ils ont provoqué une accélération des phénomènes, c'est-à-dire qu'on a plus de témoignages, ou inversement, est-ce que ça les décrédibilise? En gros, c'est quoi vraiment l'impact de cette culture populaire sur tous ces phénomènes et leur perception? Alors évidemment que la culture populaire, elle va agir sur notre inconscient ou notre conscient. On va prendre un exemple très simple. Imaginons qu'un film de science-fiction un peu original sorte demain et fasse un succès mondial. Là, je peux mettre ma main à couper qu'il y aura 2 fois ou 3 fois plus de témoignages sur des observations aériennes bizarres qu'un an auparavant. Alors, ça s'explique évidemment parce que 2 choses. La première, c'est que les gens vont être plus à l'affût, c'est-à-dire vont plus regarder le ciel en se disant est-ce qu'il n'y a pas un truc, etc. Donc il y a plus d'observateurs, en tout cas plus de gens curieux, en mode curieux en tout cas, ça va durer un temps puis terminer. Et puis la deuxième, c'est qu'on a notre imagination, c'est-à-dire le moindre truc qui va passer dans le ciel, on va se dire waouh, c'est quelque chose de bizarre, etc. On aura donc plus de témoignages, alors que je suis là aussi assez sûr que 80-90% des cas qui seront observés seront tout à fait explicables. En resterait quand même un petit paquet, hein, mais là pour le coup ça serait explicable. Donc oui, la culture elle nous influence énormément. Il y avait un autre cas qui était assez connu, c'est une expérience qu'avait fait Pierre Bellemare, je crois, sur Europe 1 dans les années 80 ou 90, avec, je crois, avec André Braic, d'ailleurs, l'astrophysicien. Et ils savaient, eux, qu'un bout de fusée ou quelque chose devait retomber de l'espace et aller passer dans la Méditerranée, enfin au-dessus de la Méditerranée, donc visible de Nice. Ça, ils le savaient. Et ils se sont amusés un petit peu à laisser penser qu'il y avait eu des extraterrestres ou des choses comme ça. Donc, ils ont fait une émission en direct sur Europe 1 en disant il a été vu hier dans la nuit à Nice, un ovni ou des ovnis, et appelez-nous et dites-nous ce que vous avez vu. Et il y a plein de gens qui ont appelé. Forcément, ils ont vu quelque chose. Mais tous les témoignages étaient différents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient vu passer une espèce de soucoupe volante avec des hublots, alors que ça n'avait évidemment rien à voir. D'autres, une énorme boule orangée qui est passée, qui a zigzagué, etc. Tous les témoignages étaient... c'est compliqué. C'est là qu'on se rend compte de la fiabilité des témoignages humains. Ils sont vraiment très légers quand même. Donc cette expérience était intéressante. Pareil, encore une fois influencée, c'est-à-dire qu'ils ont vu effectivement quelque chose, mais on va leur rajouter que c'était des extraterrestres et on va leur demander d'appeler. Oui, les gens vont construire tout un récit autour d'une même observation, ça c'est intéressant. Alors, au niveau influence culture populaire, on a un élément qui est tout à fait notable depuis 2019-2020, c'est le phénomène du dogman. Alors, tu étais peut-être intéressé au sujet. C'est une sorte de loup-garou version 2.0, si je puis dire. Et depuis que le vidéaste Lionel Camille en a parlé en 2019 en France, eh bien, avant, personne ne voyait Dogman, et depuis, tout le monde en voit. C'est-à-dire qu'on a des milliers de témoignages qui se sont répandus depuis. Donc, ça prouve bien quand même qu'on a une influence des médias sur notre perception. Ouais. Ça ne veut pas dire que rien n'a été vu, mais c'est que notre association de ce que l'on voit, on l'associe à un phénomène connu ou qu'on peut identifier. Et ça, c'est intéressant. Absolument, ouais, c'est vrai. Et ça marche comme ça pour plein de choses. Encore une fois, il suffit d'un film sur les loups-garous et on est reparti pour un petit tour. Ouais. Ou sur un monstre du Loch Ness. Voilà. D'où souhaitons une bonne production cinématographique. Alors, oui. pour terminer un peu cette première partie, cadrer un peu notre sujet, la question sûrement la plus délicate,
c'est aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de l'intelligence artificielle, il devient de plus en plus difficile de trier le vrai du faux. C'était déjà difficile avant, mais là, c'est encore pire. Alors, comment distinguer, selon toi, les véritables énigmes, les fakes, les charlatans, les mystificateurs? Est-ce qu'il y a tout un process que tu mets en place quand tu enquêtes sur les sujets, notamment? Alors, les deux bouquins que j'ai écrits, dont un avec Christian Dumergue, c'est La fabuleuse histoire des ovnis, c'est l'histoire des ovnis dans le passé. Et un autre truc s'appelle Archives mystérieuses. J'avais fait ça parce qu'en me disant, aujourd'hui, ce qui arrive, c'est quand même compliqué de le vérifier. Alors, pire encore, évidemment, quand on nous présente aujourd'hui une vidéo ou une photo ou des choses comme ça devient extrêmement difficile. Avant, on pouvait dire oui, il a utilisé Photoshop, After Effects, des choses comme ça. C'était plus ou moins visible. Alors aujourd'hui, je pense que l'IA, on arrive à peu près, et ceux qui sont un petit peu entraînés arrivent à voir, mais dans un an ou deux, c'est clair qu'on n'y verra plus que du feu. Je me suis même fait avoir sur des vidéos là d'inondations avec des gens qui partent dans le torrent. Voilà, on commence à se faire vraiment très bien avoir. Et le problème, c'est qu'à un moment, les gens sauront, évidemment, qu'ils se font berner, et ils vont arrêter d'avoir le moindre crédit pour la moindre image. Et ça, il y aura forcément des médias. Il va falloir créer un label. Il n'y a que les très gros qui pourront faire ça. France Télévisions, par exemple, pourra faire ça en disant nous, on s'interdit tout IA, tout machin, etc. Parce que vous voyez, ça sera un peu le label bio. C'est-à-dire, nous, c'est 100% vrai. Et il y aura beaucoup de faux. Donc c'est ce qu'on voit déjà apparaître, c'est-à-dire que sur des réseaux sociaux très populaires, on voit sur TikTok, sur YouTube, etc., vraiment plein de choses avec de l'IA. Et sur le haut de gamme, alors là, du coup, ils se l'enlèvent complètement, ils se l'interdisent même. Ce qui n'est pas idiot, hein. Voilà. Bon, après, on peut avoir un gros débat sur l'IA, mais je considère ça encore une fois comme un outil très très précieux. Je veux dire que voilà, si je sais pas, je prends un type qui fait des sabots au 19e siècle, il taille dedans. S'il trouve une machine qui lui fait son sabot, mais comme il veut, c'est-à-dire vraiment le dessiner exactement comme il veut, et ça va 10 fois plus vite, bon bah ça lui laisse le temps d'imaginer d'autres modèles de sabots et il a plus besoin de le faire. Donc c'est pas un mal. Oui, Mais bon. c'est une technologie. Après, comment elle est employée et qui l'emploie, c'est ça la vraie question. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, en ce qui concerne les phénomènes paranormaux et tout ça, pour moi, c'est dramatique. Parce que tout ce qu'on va montrer, les images que j'ai filmées, heureusement que je les ai filmées en 2012, quelque part, il n'y avait pas d'IA, il n'y avait rien du tout là-dessus. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui m'envoie des images, ça va être compliqué. Je regarde, on dirait de l'IA, mais je suis incapable de le prouver, comme je suis incapable de prouver le contraire. Donc tout ça, que ce soit des fantômes, des bestioles, des loups-garous, tout ce qu'on veut, on n'y croira plus. Il va falloir aller sur le terrain réellement, et il faudrait être témoin soi-même, et encore, il va falloir convaincre, puisque vous n'aurez plus de preuves en main, même si vous l'avez filmé. Donc, ouais, ça va être chaud quand même. Ça va être sur le paranormal, c'est vraiment quelque chose de très délicat. Maintenant, pour le cinéma et pour tous ceux qui vont faire des créations un peu imaginatives sur ces phénomènes-là, c'est génial, parce qu'ils vont pouvoir se faire un film à la maison, quoi. Oui, non, ça c'est clair et névé que dans la production cinématographique et autres, là, l'IA va permettre des choses absolument exceptionnelles. Le problème, c'est toujours la frontière entre le réel et l'imaginaire des gens, croire, ne pas croire, douter, être un peu sceptique, mais pas trop. Et ce que tu as dit par rapport à ce label de fiabilité, ça engendrera forcément un effet contradictoire qui dit ah oui, mais ils ont le label, donc sous-entendu, il faut se méfier, etc. Effet boule de neige, ça sera toujours pareil. Et il y a un truc intéressant, c'est qu'on parlait tout à l'heure de phénomènes miroirs, c'est-à-dire que c'est ce que j'appelle les intelligences là qui nous montrent ce qu'on veut voir. Elles ne créent pas du coup, elles ne créent strictement rien. Elles ne font que nous montrer ce qu'on a envie de voir. Or, c'est quoi l'IA aujourd'hui, en tout cas dans le monde de la photo, enfin de la vidéo et de la photo? C'est exactement ça. Elles ne font que nous montrer ce qu'on a envie de voir. C'est peut-être à réfléchir un petit peu ce truc-là, c'est intéressant. Et c'est à réfléchir même dans le paranormal sur ce que l'on a le désir de voir, ce que l'on apporte dans un lieu. Voilà, on va partir. On va se demander si on n'a pas à faire face à des IA de temps en temps. Tout à fait, à se demander pourquoi pas aussi. Mais bon, nous nous écartons du sujet. Nous allons revenir maintenant plus spécifiquement sur ton nouveau livre, donc Histoire paranormale des enfants extraordinaires. Rappelle-moi la date de sortie, c'est le 18... C'est 18 septembre. 18 septembre, donc pour toutes les personnes, vous pourrez retrouver le lien en description de la vidéo pour vous procurer cet ouvrage. Alors, la première question, c'est pourquoi les enfants? Pourquoi ces derniers semblent avoir une place particulière dans le paranormal? Alors, on l'a tous remarqué, on a tous l'impression que les enfants sont quand même plus sensibles à ce genre de choses. Quand on lit des histoires, des archives, des choses comme ça, ou quand on écoute des témoignages, on a l'impression quand même que les enfants sont un peu plus à l'écoute. Alors, ça commence par l'ami imaginaire. Alors, nous, on classe ça dans quelque chose de tout à fait normal.
Bon, moi, j'ai toujours trouvé ça très curieux quand même qu'un enfant vous dise ah bah il y a Ernest, c'est un vieux monsieur, des fois il vient me dire bonjour, il est gentil, ok bon, ça fait quand même un petit peu flipper. On se demande ce que c'est. Alors évidemment que les enfants ont une imagination absolument débordante, ils se nourrissent évidemment de tout ce qui les entoure, sauf que quelquefois effectivement c'est compliqué. J'avais un témoignage d'un ami belge, ingénieur du son. Il me disait, écoute, on a un souci. Il me racontait chaque semaine, ce que je le voyais chaque semaine. Il me dit, on a un souci avec ma fille dans sa chambre. Alors, sa fille, à l'époque, avait 6 7 ans. Elle voit, alors, d'abord, c'était un ami imaginaire, mais elle en avait peur. Là, pour le coup, elle disait, il a pas l'air gentil. Et il venait dans la chambre. Il était habillé bizarrement avec un long manteau bleu. Il avait des espèces de petites cornes comme ça. Enfin, la gamine décrivait ça avec ce qu'elle pouvait, son vocabulaire de son âge. Et puis petit à petit, il revenait, il discutait un peu avec, elle avait un prénom, enfin c'est assez dingue. Et le père s'en inquiétait un petit peu. Et il a fait des recherches historiques. On dirait un film, hein, mais c'est strictement vrai. Il a fait des recherches historiques. Il vivait donc en Belgique. Et dans le coin où il habitait, il y avait eu, et surtout là où était sa maison, dans le champ d'à côté, il y avait eu une grande bataille dans les années 1870, 1875, je ne me rappelle plus exactement. Et il s'est trouvé que comment dire, les gens qui ont guerroyé sur cette terre étaient habillés exactement comme le définissait sa fille. Donc il en a déduit, hein, c'est sa déduction à lui, il en a déduit que sa fille voyait quelque chose qui avait existé sur ce terrain-là 200 ans avant, quoi. D'accord, des âmes errantes qui auraient encore habité les Voilà, lieux. ouais. Et donc, Alors, personne dans la famille ne voyait quoi que ce soit d'autre. Ça, alors là, c'est les amis imaginaires un peu spécifiques, mais bon, il y oui, a beaucoup d'amis imaginaires qui sont gentils. Quand on est petit, faut juste se remettre dans le système, hein. Quand on nous coupe la lumière et qu'on reste dans le noir complet, on est terrorisé. La plupart, hein, des gamins sont terrorisés. Faut laisser une petite lumière, un truc comme ça. Et pourquoi? Une vraie question, quoi. Parce que bah, quand ils sont dans le noir, ils voient et ils le disent. Il y a un monstre, il est sous le lit, il y a tout un tas de choses. Donc, leur imagination, encore une fois, est débordante. Mais on peut se poser la question. Les animaux, par exemple, on en voit de temps en temps un chien qui fixe comme ça un regard dans une direction, on ne sait pas trop pourquoi. C'est assez curieux. Donc, les enfants, à mon sens, là-dessus, ont une sorte de sixième sens qui, petit à petit, s'efface. On parle beaucoup de cas d'enfants pour les cas de réincarnation. On parle aussi beaucoup d'enfants et d'adolescents pour les cas de poltergeist, c'est quasiment même d'ailleurs lié. Voilà, donc les enfants face au paranormal, c'était quelque chose qui vraiment m'intéressait, y compris dans le domaine de l'ufologie. Il y a quelques cas qui sont vraiment intéressants parce que là encore, les enfants peuvent raconter pas mal d'histoires, mais quelquefois, enfin, leur imagination elle a des limites quelque part. C'est-à-dire que autant quand on a 20 ans, on a vu beaucoup de films de science-fiction, autant quand on en a 6, ça reste quand même assez caricatural. Donc quand ça sort un petit peu de cet imaginaire qu'on peut leur prêter, ça devient hyper intéressant. Les cas de réincarnation, c'est encore mieux, parce que là, du coup, c'est très spontané, très naturel. Ça n'est pas chez quelqu'un qui a 35 ans, quoi. d'accord. Ouais. Alors, Donc, c'est voilà vrai que ce qui est pourquoi. intéressant aussi avec les enfants, c'est qu'on va les retrouver dans tous les domaines du paranormal. C'est-à-dire les ovnis, Mmh. la réincarnation, le hantise, poltergeist. C'est pas uniquement. Parce qu'on a souvent l'image un peu stéréotypée, exorciste, poltergeist, où l'enfant est victime d'une possession ou d'un phénomène paranormal. En fait, c'est dans tous les Ouais. domaines. Alors, justement, dans ton livre et autres travaux que tu avais faits, tu parles des enfants, mais pas uniquement de la période contemporaine. Et notamment, tu parles d'une affaire avec les enfants verts Ah de oui, Walpit, si je ne dis pas de bêtises, je le prononce correctement. ouais, C'est quoi cette affaire? Donc, absolument. c'est des enfants qui sont apparus comme ça et Alors, que... oui, c'est assez dingue. En fait, je m'étais plongé dans un bouquin qui date de 1875 et qui raconte l'histoire d'enfants qui ont été récupérés. Alors là, on est en 1060, enfin, on va dire plutôt au XIIe siècle. Donc, le document du XIIe siècle, il existe vraiment. Alors, je dis XIIe, c'est peut-être le XIIIe siècle, j'ai plus ça en mémoire, mais il y a un document effectivement historique qui raconte qu'un jour, il y a des paysans d'un petit village anglais qui ont vu piéger dans ce qu'on appelle une espèce de fosse, c'était un piège à loup, donc c'est une espèce de grand trou, deux enfants extrêmement bizarres qui étaient tout verts de peau, qui étaient très affaiblis, très maigrichons, qui ne parlaient pas du tout la même langue que les Anglais de l'époque, qui d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'ils parlaient un anglais parfait aussi à l'époque, enfin bref. En tout cas, ils ne parlaient pas la langue des villageois. Ils les ont sortis du trou. Il y avait un petit garçon qui avait à peu près 8 ans et puis une fille qui était un peu plus âgée, qui devait avoir une dizaine d'années. Enfin, ils estimaient que c'était à peu près leur âge. Et puis,
ils les ont gardés et nourris. Ça a été très compliqué de les nourrir, parce qu'ils racontent d'ailleurs dans ce document qu'ils ont essayé de leur donner, alors tout ce qu'ils se mangeaient à l'époque, hein, du pain, du poisson, etc. Ils refusaient tout, jusqu'à ce qu'on leur donne des haricots verts, mais on leur a donné la touffe complète de haricots, c'est-à-dire avec les feuilles, les tiges, etc. Et là, ils étaient très heureux, ils ont commencé à manger les tiges, les feuilles, mais pas pas les haricots. Donc ça les a vraiment très interpellés, parce que c'était quand même des gamins qui crevaient de faim, quoi. Donc ils mangeaient de ça. Malheureusement, le petit garçon, il est mort assez rapidement. La petite fille, elle a survécu, donc elle a commencé à parler anglais. Et à partir du moment où elle a commencé à parler assez clairement, ils lui ont demandé, mais d'où tu viens, comment vous êtes arrivé là? Et là, elle raconte une histoire absolument dingue. Elle dit, on était en train de garder les bêtes. Alors, ils disent pas où, mais ils étaient en train de garder les bêtes. Et d'un coup, on a vu une lumière près de la montagne. Je résume, hein, vraiment. Ils sont allés, c'était comme un tunnel. Donc, ils sont rentrés dans le tunnel en question, qui était un tunnel très lumineux. Ça leur a paru très long. Donc, ils ont marché très, 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 très longtemps, au point d'ailleurs de faire demi-tour à un moment. Et puis, ils sont arrivés dans un endroit qu'ils ont dit, ça les a aveuglés. C'est-à-dire qu'ils ont dit, la lumière qu'on a vue en sortant du tunnel était horriblement aveuglante, donc ils ont dû se cacher les yeux tout le temps, ce qui était compliqué évidemment pour avancer. C'est là qu'ils sont tombés dans le trou en question, c'est ce qu'elle raconte. Et puis bah là, ils ont été trouvés par les paysans du village. Et après coup, elle expliquait, elle disait, mais nous, quand on gardait les bêtes, alors elle le dit, c'est dit avec le ton de l'époque, quoi. Quand on gardait les bêtes, on n'avait jamais vu un soleil comme ça. Pour donner une idée, elle disait que, bah, en fait, c'était comme s'il y avait toujours un coucher de soleil chez eux. Il n'y avait pas de soleil aussi puissant. Et puis tout était un peu violacé comme ça dans le ciel, et tout était vert au sol, y compris d'ailleurs beaucoup de bêtes, les plantes évidemment, puis eux-mêmes avaient une coloration verte. Donc voilà, c'est une histoire absolument dingue. On se dit, mais c'est de la science-fiction au XIIe siècle. Alors c'est peut-être XIIIe siècle, vraiment, il faut relire évidemment, mais c'est passionnant. Alors évidemment qu'il y a eu des enquêtes, des gens qui se sont penchés sur l'affaire et qui se sont dit, mais ça serait pas autre chose? Est-ce que c'était pas des pauvres gens qui étaient là, des gamins abandonnés qui ont mangé n'importe quoi dans la forêt et qui se sont retrouvés avec un teint verdâtre, qui a perdu un petit peu la boule, enfin bref. Bon, voilà, en tout cas, je vous conseille de lire l'histoire dans son intégralité, parce qu'il y a beaucoup de détails et de sources. Et là, je trouve ça fascinant, ouais, cette histoire. Oui, c'est un exemple, et c'est vrai qu'il y a d'autres histoires qui mêlent des enfants dans les périodes anciennes. Alors, il y en a beaucoup en Islande, notamment avec du folk, c'est-à-dire le peuple invisible qui enlève les enfants, qui les ramène quelques années plus tard, etc. Donc, des enfants qui disparaissent plusieurs années et qu'on retrouve un peu plus tard en bonne santé, entre parenthèses. Donc, c'est des histoires complètement folles. Oui, oui. Toujours dans des périodes un peu plus anciennes, il y a aussi cette histoire que tu présentes dans le livre avec les fées de Cottingley, Ouais. où des enfants ont raconté une histoire folle à Conan Doyle. Alors, oui, c'est assez dingue. Alors, pour faire simple, c'est deux gamines, c'est deux cousines en fait, hein, elles passent beaucoup de temps ensemble, et elles habitent dans un petit hameau, et on va dire qu'il y a un endroit, il y a une rivière, enfin c'est très bucolique et c'est très joli. Et un jour, elles vont rentrer toutes les deux en disant, bah, on a discuté avec les fées. Ils disent ça à leur mère ou sa tante. Et puis, bah, ça sidère un petit peu tout le monde, mais c'est des gamines, et puis on prend ça pour un discours comme ça. Donc, ils vont quand même dire, bon, c'est n'importe quoi, arrêtez de raconter ça. Les gamines vont y retourner, et ainsi de suite. Jusqu'au jour, en fait, le père avait un appareil photo, c'était quand même assez. Fallait être dans une famille un petit peu aisée pour avoir ce genre d'appareil à l'époque. Et puis, elles vont avoir l'autorisation de l'utiliser, cet appareil, pour aller filmer, pour aller photographier les fameuses fées. Et puis, elles vont revenir, la pellicule va être développée, et là, surprise, il y a vraiment des faits à l'image. C'était incroyable. Quand on voit les photos aujourd'hui, on dit, bah, c'est quand même assez étonnant, effectivement, mais on voit quand même que c'est pas tout à fait naturel, enfin, mais c'est quand même très très bien fait, à tel point qu'à l'époque, eh ben, tout le monde s'interroge. Alors, les gens qui vont voir les photos, évidemment, la famille, l'entourage, et y compris Conan Doyle, qui va être un très grand défenseur de ces images-là et qui va dire les gamines ont vraiment photographié du surnaturel, elles ont photographié des faits. Alors évidemment que on va apprendre après, mais ça je vais peut-être spoiler le truc, donc je vais peut-être pas le dire. Mais non, ne dis pas tout. Hein, voilà, il y a eu quelque chose après qui prouve que voilà, il n'y a pas que du surnaturel non plus, mais ceux qui veulent y croire encore, il y en a certains qui croient encore à cette histoire, il n'y a pas de souci, ils peuvent, il y a matière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que surnaturel et naturel se croisent aussi allègrement. C'est-à-dire que parfois, il y a un phénomène réellement inexpliqué, mais on va l'enjoliver, rajouter des choses et le grossir.
ce qui fait qu'évidemment, après, on va tout ranger dans la catégorie charlatanisme, alors que parfois, à la base, il y a vraiment une histoire intéressante. Hein. Ouais. Aussi, oui, vas-y. Ouais, mais tout est interprétable, c'est ça qui est rigolo. Parce que si les gamines avaient pris des photos avec, je veux dire, un effet de flair du soleil qui donne une forme et on l'interprète, et ainsi de suite, ça aurait pu être hyper intéressant et très compliqué à dire c'est faux. Il y a des cas comme ça de, de pareidolie comme ça un peu partout. Je pense à Cirque-les-Bains, je ne sais pas si tu connais cette histoire de visage du Christ à Cirque-les-Bains. C'est étonnamment bien fait, quoi. On a l'impression que c'est presque dessiné. Pourtant, c'est une tâche qui a pris une forme spécifique. Donc, même si on sait que c'est une tâche, c'est du salpêtre, etc., et que c'est tout à fait naturel, l'idée de se dire, mais comment naturellement on arrive à avoir une forme pareille, un visage du Christ avec une bougie qui éclaire bien le bon côté, etc., c'est quand même dingue. Moi, les matins, je mange du kiwi, alors j'ouvre le kiwi en deux, je fais de la kiwimancie, en quelque sorte. En ouvrant le kiwi, je regarde, et ça fait une forme à chaque fois, hein, vous pouvez tous le faire. Et cette forme, bah, de temps en temps, ça peut représenter, c'est assez proche d'un cœur ou de la Vierge ou de je sais pas quoi. Et c'est assez rigolo de ça. Et c'est notre pure interprétation. Mais est-ce que ceux qui croient aux signes, bah voilà, je trouve ça intéressant, quoi. Alors les faits, évidemment, que c'est encore plus magique parce que bah là, on prouve que le monde des faits qui au 19e siècle, c'était fantastique, quoi. Ben c'est ça, parce qu'on est au 19e, on est une époque de l'âge d'or du spiritisme, de l'occultisme, des médiums et des ectoplasmes. Et c'est vrai qu'on a quand même énormément d'histoires à cette époque. Alors évidemment, il y a tout un tas de faux, il y a tout un tas de canulars, on le sait, mais il y a quand même tout un tas d'éléments à cette époque où on s'autorisait encore à les étudier sur un point de vue scientifique encore d'une certaine façon. Et donc on a pas mal de photos, hein, notamment les ectoplasmes, etc., qui sont pas spécifiquement élucidées pour la plupart, quoi. Alors, non, bah c'est compliqué, ouais, parce qu'on n'était pas sur place, mais encore une fois, c'est oui, ça. on sait quand même, il y avait des gens comme Houdini qui vraiment faisait la chasse à tous les escrocs. Bon, il en a soulevé quand même un petit paquet hein, d'affaires vraiment totalement bidons, mais il reconnaissait lui-même que certaines affaires, là, pour le coup, il n'avait pas d'explication du tout, quoi. Et des fois, il a même dit à certaines personnes, vous êtes un vrai magicien. Alors, justement, profitant de ce 19e siècle où on croit encore à la magie, elle est très présente à cette époque, ça nous amène au phénomène des poltergeists, des hantises dans les demeures ou même des personnes. Alors, comme tu le montres avec plusieurs cas, je t'en demanderai de nous en présenter un ou deux. Des enfants donc sont souvent présents, pour pas dire à chaque fois. Alors là, on peut poser une première question. Est-ce que l'enfant est réceptif au phénomène du poltergeist ou est-ce que l'enfant provoque le phénomène? Ah, alors, on va commencer par la fin. Pour moi, il provoque. Mais bon, parce que, alors, on va être très clair. Dès qu'il y a des phénomènes de poltergeist, on peut regarder dans les archives, globalement, 95% des cas, il y a des enfants, il y a des adolescents, voire alors de très jeunes adultes, hein, ça va jusqu'à 25 ans, mais alors vraiment au maximum. C'est là que les phénomènes sont les plus impressionnants. Souvent, alors là, on a un profil psychologique des enfants ou de l'adolescent ou de la jeune personne. Souvent, ce sont des gens qui ont du mal à s'exprimer. Alors, déjà, normalement, on va dire, c'est-à-dire qu'ils sont timides, mais qui ne s'expriment pas dans un art, qui ne s'expriment pas voilà, par le dessin, par la musique, etc. C'est des gens qui sont très introvertis. Et quand ils sont un peu en colère, ou quand ils ont un mal fou à exprimer leur mal-être, eh ben, apparemment, ça déborde un petit peu. Et là, alors là, c'est totalement inconsciemment, mais des phénomènes se déclenchent. Souvent, ça se moque vraiment des gens qui sont dans la maison. C'est vraiment basé là-dessus. Si on reprend chaque cas de poltergeist, on dit, mais c'est quelqu'un qui s'amuse, quoi. Si on prend le cas de la machine, par exemple, parce que là, on a des enregistrements qui ont été faits par les gendarmes, c'est hallucinant. C'est-à-dire que le gamin, donc la machine, c'est dans les années 70, hein, je crois. C'est un enfant qui entend des coups dans les murs. Et puis bah, voilà, c'est très énervant parce que c'est de l'autre côté de sa chambre. Les parents l'entendent, tout le monde l'entend. Et donc, ils font même venir la gendarmerie. Aller voir chez les voisins, alors qu'ils s'entendent avec les voisins. Hein. Ils vont voir partout. Ils ne détectent rien, ni à la cave, ni dans les tuyaux, ni quoi que ce soit. Et ce qui est très marrant, c'est que du coup, le gamin crie en disant, je sais pas, esprit, est-ce que tu peux me faire, je sais pas quoi, me jouer une musique en faisant je sais pas, la Marseillaise, et ça tape la Marseillaise comme ça en rythme sur ça. Mieux encore, et c'est là que c'est incroyable, c'est qu'on entend un enregistrement où le gamin chante quelque chose et en même temps, ça rythme, mais comme si quelqu'un était à côté. Or, il chante pas très en rythme, le gamin, et on se dit, mais si c'est pas lui, c'est quelqu'un qui le connaît très bien, quoi, hein, pour refaire vraiment la même chose, c'est assez fou, quoi. Donc, on a l'impression que ça se moque, pareil dans les histoires de Camille Flammarion, c'est-à-dire le fameux château de Thé,
qui était un château hanté, c'est le cas de le dire, en Normandie, donc qui a brûlé aujourd'hui, mais il se passait tellement de phénomènes là-dessus, tout le monde notait dans son journal, et notamment la cuisinière, je crois, les phénomènes qui se passaient. Et là encore, on a l'impression que c'est fait pour se moquer du curé, se moquer des personnes qui étaient là, quoi. Donc, voilà, on a quand même cette sensation que c'est un phénomène inconscient qui, comment dire, montre un mal-être et en même temps se moque des personnes qui sont dans la maison en question. Il y a aussi le fameux phénomène, les phénomènes qui se sont déroulés à Rosenheim, en Allemagne, qui est un cas aussi que tu connais très probablement. Alors, on est dans un cabinet d'avocats, il y a une jeune fille qui a 18-19 ans, je crois, qui travaille là-dedans, et il va se passer des phénomènes de dingue. C'est-à-dire, les ampoules claquent ou se balancent comme ça au plafond sans aucune raison, les téléphones sonnent, toutes les machines se détraquent, la photocopieuse avec, même l'encre va gicler de la photocopieuse sur quelqu'un, enfin voilà. Et quand on enlève la jeune femme, plus rien ne se passe. Ça marche de la même manière au moulin de Perbé, qui est un cas aussi très classique et très connu de phénomène de poltergeist, violent d'ailleurs, des phénomènes vraiment très très violents. Ils enlèvent les enfants qui sont dans le moulin, et ben, les phénomènes vont reprendre en moindre intensité, mais chez la personne chez qui ils sont. Donc c'est pas la maison qui est hantée, c'est vraiment un phénomène déclenché par la présence de ces enfants. Alors est-ce que c'est en lien avec une énergie particulière dans le lieu, un climat peut-être énergétique spécial à un moment précis qui se mêle à… Voilà, ça, évidemment, on n'en sait strictement rien. Et on n'a pas de mesures vraiment scientifiques là-dessus. Donc, mais en tout cas, les phénomènes existent. Et on a presque l'impression quelquefois que c'est une illusion. Je prends par exemple le cas de cette… c'est une pierre et puis une pomme aussi d'ailleurs. Enfin, il y a eu des cas comme ça. La pierre va tomber là, à Arcachon, tombe sur une table et va fondre quasiment dans la table et retomber tout doucement au ralenti par terre. Sauf que la pierre en question, elle est par terre, donc on peut la reprendre. Donc c'est pas l'illusion des gens qui sont là. Pourtant, ils ont eu tous l'impression d'halluciner et pourtant le phénomène était vrai. Donc oui, pour moi, voilà. C'est ça qui est intéressant parce que là, on pourrait dire, ok, il y a des enfants qui sont soit perturbés, soit mal dans leur peau, soit un contexte familial tout à fait particulier qui provoque un état psychique, mais cet état psychique, quel qu'il soit, il a des conséquences sur le réel. Des conséquences sur le réel avec des objets qui bougent, des phénomènes, des bruits, tout un tas de choses. Jusqu'à des blessures, oui, jusqu'à des blessures, c'est assez rare ici. Mais des phénomènes de blessures, des phénomènes de coups, hein, quelquefois, des gens qui prennent des coups, qui sont poussés aussi d'ailleurs. Ouais, on a le cas du presbytère de Cideville au 19e aussi, où on avait un presbytère avec 2 enfants qui étaient possédés par soi-disant un sorcier, et en effet, le phénomène était lié aux enfants, bien sûr. Alors, ce qui est par contre intéressant, c'est que dans ces différents phénomènes de hantise, de poltergeist qui mêlent des enfants, ce sont des phénomènes qui, dans l'immense globalité des cas, et tu me diras si je me trompe, sont des phénomènes incontrôlés. C'est-à-dire que l'enfant n'a souvent pas conscience de ce qu'il provoque, mais du coup, à contrario, y a-t-il des fois où des parents, des adultes auraient pu téléguider l'enfant pour provoquer ces phénomènes? Moi, j'y crois pas, mais peut-être, il y a peut-être des cas qui… oui. Je vais préciser ma question, parce que là, c'est en m'intéressant à l'histoire que l'idée me vient de te la poser. Je vais citer deux éléments, dont un est assez dégoûtant. Donc les âmes sensibles, vous bouchez les oreilles une minute. Chez les anciens Assyriens, environ 1500 ans avant notre ère, pour faire de la divination, il était de coutume d'acheter un enfant, de faire une décollation, c'est-à-dire de séparer la tête du corps, de mettre la tête dans un plateau et avec quelques rituels magiques, de tenter de la nécromancie pour faire parler l'enfant. Donc, sous-entendu, on prêtait un pouvoir à l'enfant particulier pour entrer en contact avec l'invisible ou les esprits. Bon, c'était une pratique pas très ragoûtante. C'est plus très à la mode. Autre époque, c'est plus très à la mode, heureusement. Et une autre plus classique, si je puis dire, c'est notamment les pythonistes, les divinatrices, notamment la Pythie de Delphes. C'est qu'on a derrière toi, d'ailleurs, je crois. Exactement. Des jeunes femmes, vierges en l'occurrence, donc ce qui traduit évidemment leur âge, qui auraient eu des facultés pour entrer en contact. Alors, au-delà du fait que les vapeurs, les drogues ont pu aider la chose, là, on est sur des adultes qui téléguident des enfants dans un objectif paranormal, si je puis dire. Et d'où la question, en fait. Alors, dans ces cas-là, oui, effectivement, oui, bien sûr, c'est influencé. Alors, bon, dans le premier cas, évidemment que c'est plus de l'influence, c'est une horreur, mais oui, influencer des enfants, bien sûr, oui. Mais est-ce qu'ils ont un pouvoir qui peut se déclencher? Je pense par exemple à certaines sectes dont des enfants naissaient dans cette secte-là, et voilà, on leur demandait certaines choses. Et je pense, j'ai du mal à croire à ça. Je pense que c'est compliqué de piloter ça. Même ceux qui l'ont constaté, c'est-à-dire une fois que les phénomènes se déclenchent,
il est impossible de les arrêter. Déjà, c'est très compliqué, quoi. Et même en discutant un petit peu avec les enfants, mais le seul moyen, c'est de les éloigner, c'est de changer leur vie. Mais c'est comme, alors ça n'a rien à voir, mais par exemple, des gens qui ont des verrues, etc. Chez les gamins, c'est assez fréquent d'avoir des verrues ou des trucs comme ça. Elles disparaissent. Hein, faut savoir, ça disparaît normalement, naturellement, plus ou moins, à plus ou moins long terme. Mais on voit bien aussi que les gamins, ils ont alors soit une sorte d'eczéma ou des choses comme ça. C'est quand ils sont pas bien, ils vont déclencher ça. Un eczéma chez le gamin, c'est très fréquent. Et c'est comme ça qu'on comprend qu'ils sont pas très bien, quoi. Alors, il faut comprendre pourquoi ils sont pas bien, essayer de régler le problème. Et là, on n'a plus le phénomène. Je pense que c'est pareil dans ces cas extrêmes qui amènent à des poltergeists. Les piloter, je vois pas comment on pourrait faire aujourd'hui, quoi. Pour l'instant, je vois pas. Alors, je cite, c'est uniquement à titre d'illustration, parce qu'on n'est pas dans la période contemporaine, on est dans la période passée. Je travaille actuellement sur une émission sur le livre d'Abramelin le Mage, et dans le livre d'Abramelin le Mage, dans le grand rituel qui va durer 6 mois, 1 an à peu près, à un moment, un enfant est utilisé. Alors, il n'y a pas de truc horrible, hein, c'est juste un enfant qui va servir de médium et de vecteur pour parler avec les entités. Donc, dans des pratiques occultes, ça s'est déjà fait. Mais là, tu viens de dire des choses intéressantes avec l'eczéma, les manifestations physiques. En allant plus loin, ça nous amène à l'idée de l'exorcisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des enfants, c'est souvent des enfants qui sont possédés, pas uniquement, qui manifestent des signes assez extravagants et qui nécessitent parfois une intervention, alors psychologue bien sûr, mais aussi parfois un exorcisme. Est-ce que toi, tu as étudié certains cas de possession d'enfants, notamment? Alors, en fait, j'en ai pas trouvé des tonnes. Parce que très souvent, alors dans les cas contemporains, très souvent ça s'explique médicalement, psychologiquement, enfin psychiatriquement. On a l'explication. Maintenant, des cas dans le passé, oui. Encore une fois, il faudrait faire intervenir des spécialistes, des psys là-dessus pour qu'ils nous expliquent comment les gamins en arrivent comme ça. Après, quand un gamin commence ou une gamine commence à parler une langue qu'elle ne peut pas connaître ni de ses parents, ni de la télé, ni de quoi que ce soit, et que c'est constaté, c'est-à-dire voilà, si c'est du sumérien, bon, il n'y a plus trop de sumérien, mais en tout cas, voilà, ça devient compliqué à inventer. Là, c'est autre chose. Possession, pour moi, c'est une étiquette quand on comprend rien. Alors, c'était une étiquette qu'on mettait évidemment au Moyen-Âge, parce que bah, voilà, c'est le diable qui t'a possédé. Voilà. Aujourd'hui, je trouve que c'est très démodé. C'est pas la bonne étiquette, c'est juste que, est-ce que c'est, alors là, si on est encore dans le paranormal, est-ce que c'est un cas de réincarnation, par exemple, de quelqu'un qui est encore plus ou moins présent dans le corps là, c'est vraiment totalement hypothétique, hein, et qui va s'exprimer d'une certaine manière, d'où la langue complètement inconnue. Est-ce que c'est quelqu'un qui, je sais pas, je pense plus toujours à un mal-être, encore une fois, s'ils sont capables inconsciemment de déclencher des phénomènes du type une assiette qui vole dans la cuisine ou des pierres qui vont tomber du plafond, est-ce qu'ils ne seront pas capables non plus de se faire du mal à eux-mêmes, c'est-à-dire de se créer tout un tas de mots qui vont être impressionnants, y compris de crier, de baver, et je sais pas quoi. Évidemment que pour quelqu'un du Moyen-Âge qui voit un gamin dans cet état-là, c'est terrifiant et c'est le diable qui a pris possession du corps du gamin. Je pense que là, c'est une résurgence de notre culture chrétienne moyenâgeuse, les histoires de possession. J'ai vraiment du mal à y croire. Après, voilà, il y a des gens qui y croient. J'ai déjà rencontré des exorcistes qui m'ont décrit des phénomènes incroyables. Ouais. Alors, je vais me faire l'avocat du diable sur ce point. C'est le dire. Exactement, en plus. Si on considère les faits qu'on a, c'est-à-dire on a des enfants qui sont visiblement responsables, souvent involontairement, de phénomènes, et ils arrivent à provoquer ces dits phénomènes sans contact physique et sans force connue. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une énergie, une puissance qu'on n'identifie pas, qu'on n'observe pas, qui va déplacer un objet, télékinésie, ou provoquer un bruit sans contact physique. Donc, on est sur un vecteur inconnu, invisible, de l'enfant qui provoque un phénomène. Peut-on, de ce fait, faire le cheminement inverse et hypothétiser qu'une force invisible tout aussi existante influencerait l'enfant de l'extérieur, ou le lieu, par exemple? Alors certains vont l'appeler le démon, les démons, le diable, ou tout ce qu'on veut. Mais du coup, forcément, si on prête à l'enfant une capacité de projection d'une puissance invisible, on peut hypothétiser que cette puissance invisible peut venir à lui aussi. Alors, oui, si on considère, je vais prendre un exemple très concret. Quand on est en tournage, on a un micro, on a un émetteur et un récepteur.
l'émetteur ne va jamais servir à devenir un récepteur. Jamais. C'est comme ça. Ça ne peut pas fonctionner. Je suis pas persuadé que parce que ça marche dans un sens, ça va marcher dans l'autre. Je peux prendre aussi d'autres exemples, mais là, j'en ai pas forcément. J'ai pas forcément d'exemple. Je vois pas du tout pourquoi ça fonctionne. On va prendre par exemple le vaudou. Enfin, je vais reprendre un exemple très concret où ça peut marcher dans les deux sens. Enfin, la question peut se poser. Les rebouteux, les gens qui vont à distance vous dire tu t'es brûlé, t'inquiète pas, je vais te faire un soin et tu n'auras plus mal pardon, d'ici 1 heure. C'est une sorte de magie blanche, c'est-à-dire qu'à distance, on admet, puisqu'on en a la preuve, qu'au bout d'1 heure, tout va bien, quelqu'un à distance, on ne sait pas comment, a agi pour me faire du bien. Est-ce que, dans ces cas-là, quelqu'un peut agir à distance aussi pour me faire du mal? Si on croit au bien et au mal, oui, forcément. Est-ce que moi-même, je peux agir sur la personne qui m'a fait du bien pour lui faire aussi du bien? Peut-être que oui, mais j'en suis incapable, quoi. Donc, dans cet exemple-là, on se dit que oui, mais c'est de la... Je sais pas comment dire ça. Encore une fois, c'est une forme d'interprétation des choses. Parce que déjà, c'est quoi le bien, le mal? Me faire du mal à distance, peut-être que quelqu'un l'a déjà fait, mais j'en sais rien. Moi, je considère ça comme mon destin, la vie... des bonheurs, des malheurs, et voilà, c'est pas forcément quelqu'un qui a agi à distance. Peut-être que quelqu'un a agi à distance et par une synchronicité incroyable, c'est tombé effectivement pile poil dessus. C'est à mon avis plus complexe et moins basique que on peut contrôler, et puis voilà, c'est encore une fois toute une forme d'interprétation. Ouais. Alors, pour rajouter une petite anecdote aussi que je trouve rigolote, chez les féticheurs en Afrique, donc la sorcellerie africaine des temps anciens, qui existait encore au 19e, quand le sorcier faisait un sort, il prenait grand soin d'écrire une missive à la personne qui l'avait envoûté pour lui dire ce qu'il lui avait fait. Comme quoi, le fait d'être au courant qu'on nous a envoûté, ça rendait le truc plus efficace. Ce qui est tout à fait logique dans un effet placebo d'auto-envoûtement, hein, bien sûr. Alors, les envoûtements, tout un tas de trucs, les malédictions envoyées aux uns aux autres, ça date de très 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 longtemps. Toujours existé. Bien sûr, ouais, mais après, voilà, c'est pas parce que vous avez un gris-gris super fait par un bokono africain super balèze que vous allez gagner le match de foot, ça se saurait. Je veux dire, le Cameroun, c'est tous les ans champion d'Afrique. Visiblement, en effet. Alors, pour finir un petit peu avec ces phénomènes de possession de hantise et passer aux ovnis après, tu t'es intéressé plusieurs fois au château de Fougeray. Tu y as été de nombreuses fois, je crois, et c'est l'un des lieux en France qui est réputé hanté. Il y a eu pas mal de chasseurs de fantômes qui y ont été. Lors de tes différents séjours ou des différentes enquêtes du lieu, est-ce que tu as pu constater des phénomènes, et notamment avec des enfants dont tu parles un petit peu dans le livre? Oui, par rapport à quand il y a des enfants ou quand il n'y en a pas, justement. Alors la première fois que j'étais allé à Fougeray, c'était pas encore très connu, on va dire, c'est pas aussi médiatique que ça ne l'est aujourd'hui. Je fais une petite parenthèse sur Fougeray qui pour moi est vraiment une énigme. C'est une énigme parce que Véronique et son mari François sont des personnages tout à fait sympathiques. Ils ont l'air tout à fait sincères, il n'y a pas de souci là-dessus. Leur château, alors pourrait se prêter à être un château de la Belle au Bois dormant, mais en l'occurrence là, ça se prête plutôt à Amityville, sans les catastrophes quand même. Mais voilà, je me suis toujours posé les questions. Moi, j'ai vécu un phénomène bizarre dedans. On a fait des séances de spiritisme, on a fait tout un truc. Il y a un guéridon qui s'est barré à l'extérieur. Mais encore une fois, c'est tellement énorme que je me recule de ça. Surtout que bon, professionnellement, j'ai plutôt envie de prendre des photos et des vidéos de ce qui se passe plutôt que d'être acteur de la chose. Donc voilà, je me pose des questions. Je me pose toujours des questions sur Fougeray parce que c'est le Disneyland du paranormal. C'est vraiment incroyable d'avoir une liste de phénomènes comme ça. Or, alors certes, il y a eu des enfants à un moment, maintenant les enfants sont quand même un peu plus grands, et la plupart du temps, il n'y a pas d'enfants dans le château, il y a toujours des phénomènes. C'est quand même l'un des très rares cas où il y a des phénomènes type poltergeist qui se produisent alors qu'il n'y a pas un seul gamin dedans ou un adolescent, quoi. Franchement, je vous mets au défi de trouver. Alors, il y en a quelques-uns, évidemment, mais là, c'est quand même assez particulier. Donc, fut un temps, je me suis dit, non mais même s'ils sont très sympas, hein, Véronique et François, pose-toi la question, est-ce qu'il ne serait pas possible de créer un univers comme ça, avec des mécanismes, de la magie diverses et variées, c'est-à-dire, vous avez un petit télécommande, une boule de pétanque qui tombe au plafond, ça fait peur, etc., etc. Pourquoi pas, hein, je veux dire,
mais ça tient pas trop la route parce que bah, ils n'ont peut-être pas forcément les compétences pour ça. Puis ça prend du temps hein, de manigancer tout ce genre de choses. Et puis dans quel but? Parce que encore une fois, si c'était pour faire venir des gens qui payaient 1 000 € le week-end chacun pour rester dans le château, ça fonctionnerait. Je veux dire, il y aura un business. Il y a un petit business, mais enfin, c'est rien par rapport à ce que ça doit coûter en termes de travaux pour rénover le château. Donc, voilà, je suis un peu sceptique, en tout cas prudent, mais étonné par rapport à la liste des phénomènes qu'il y a au château de Fougeray. Alors oui, j'en ai vécu effectivement le fait qu'il y ait effectivement des pas très très forts qui étaient au-dessus. Pour information, j'étais armé d'ordinateurs et de choses comme ça qui enregistraient du son amplifié. Donc notamment dans les pièces du haut et les pièces du bas, plus des caméras infrarouges, enfin bref. Et étonnamment, j'ai écouté toutes les bandes son. C'était pas très fort. C'est-à-dire qu'en fait, le son que moi j'avais perçu était vraiment violent. Je l'avais entendu comme étant très violent. Or, ce qui a été enregistré est relativement commun. C'est-à-dire des pas, quoi. Il y a quand même des pas, mais c'était voilà, pas extrêmement violent. Donc là, encore une fois, sur le moment, on a peur, on a les oreilles qui se multiplient par 4. Et notre cerveau interprète, comme il sent un danger, il va surexploiter l'idée du danger en disant il faut que tu t'en ailles. Oui, c'est ça. Je prends un exemple aussi dans mes heures perdues de chasseur de fantômes il y a quelques années. J'observais les phénomènes d'une façon assez détachée, peut-on dire. Mais par contre, je côtoyais des chasseurs de fantômes et ce que j'ai remarqué, c'est que quand les gens allaient faire de l'urbex dans un lieu que tu n'es pas réputé hanté, en général, il ne se passait rien. Et quand on allait dans un lieu dit hanté, il se passait quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que intervenant dans cette histoire, vu que c'est moi qui jouais un petit peu l'historique des lieux, j'ai commencé à leur dire que des lieux n'étaient pas hantés ou d'autres qui l'étaient. Mais c'était pas vrai. Et bizarrement, quand le lieu était dit hanté par mon récit, les phénomènes arrivaient. Mais quand le lieu n'était pas hanté dans mon récit, alors qu'il l'était dans la légende, ben là, il se passait rien. Donc encore une fois, on a une part de responsabilité peut-être dans les phénomènes, d'où Fougeray. Peut-être que devenant une sorte de... Bon, c'était beau, hein, je les reprends. Un Disneyland du paranormal, peut-être qu'à un moment, les gens apportent ça et que ça engendre les phénomènes aussi. C'est possible, oui, c'est possible. Peut-être que à force d'être persuadé qu'il y a quelque chose, on peut peut-être déclencher certaines choses. Mais encore une fois, ça serait intéressant d'étudier tout ça parce que voilà, créer des phénomènes comme il se passe à Fougeray, j'adorerais pouvoir les reproduire avec un groupe, en se concentrant, et ainsi de suite, quoi. Mais c'est vrai que c'est le cerveau qui est quand même incroyable, quoi. Le cerveau, il est fou. Enfin, il est fou, il est génial. Quand vous êtes devant un film d'horreur, je me suis fait encore avoir il y a peu de temps, vous savez que c'est un film, vous savez que c'est des acteurs. Et puis, il y a un moment, eh ben, on va vous avoir. C'est un moment où vous sursautez et vous avez un petit cri, quoi. Alors que vous savez que c'est faux, vous le savez, mais ça fonctionne quand même. Donc en fait, on vous a un peu manipulé, pas un peu d'ailleurs, sérieusement manipulé, au point de vous faire croire à votre cerveau qu'il y a un danger. Donc vous criez, vous sursautez. C'est quand même dingue. C'est ça, mais c'est ce que tu décris très bien sur les films comme récemment Conjuring, etc. On a des gens qui sont parfaitement, qui ne croient absolument pas à ces phénomènes, qui n'ont pas spécifiquement de croyances religieuses ou quoi que ce soit. Ils vont aller se taper le Conjuring quelconque, mais pendant 2-3 jours, ils vont être un peu plus optimistes sur j'ai vu une ombre, etc. Alors que fondamentalement, ils n'y croient pas. C'est un piratage du cerveau d'une certaine façon. C'est vrai. Ben, le train fantôme, c'est le même principe. J'adore aller dans les trains fantômes, même à mon âge, juste pour rigoler, parce que je sais qu'il y a un type déguisé en je sais pas quoi, en gorille, ou j'en sais rien, qui vous met la main sur l'épaule comme ça à un moment. Et on a beau le savoir, c'est toujours surprenant et c'est rigolo, quoi. On a envie aussi de temps en temps d'avoir peur, quoi. Oui, puis je pense que d'une certaine façon, on a envie de croire. On va en parler de la vie après la mort après, mais pour l'instant, on va partir un peu sur les ovnis. Alors les ovnis, tout le monde connaît dans les grandes lignes. Qu'est-ce que les enfants apportent de novateur par rapport à ce sujet ufologique? Alors, ce qui est intéressant chez eux, encore une fois, alors on peut prendre plusieurs cas, hein. Il y a le cas là, tout près d'Afrique du Sud, Ariel School. Oui. On connaît Au l'histoire Zimbabwe, d'Ariel School. Voilà, exactement, avec des enfants qui affirment avoir vu une sorte de soucoupe volante, on va dire, posée dans la cour d'école, enfin au fond de la cour d'école, et des petits personnages en sortir d'une manière un petit peu bizarre, quoi. Ce qui est très rigolo, c'est que quand on a 5, 6, 7 ans, voilà, le témoignage de ces enfants-là, il est fort, il est extrêmement fort. On se dit, mais ils n'ont pas vu Independence Day tout de suite, hein, on leur a pas montré non plus des films de fous, de science-fiction,
Donc, ce qu'il raconte, c'est assez extraordinaire. Mais j'ai consacré un chapitre aussi dans mon bouquin sur ces événements-là. Il y a quand même quelque chose qui pose question, c'est l'influence qu'ils ont entre eux. C'est-à-dire qu'un gamin qui dit « moi j'ai fait ça » ou « j'ai vu ça », eh ben, l'autre va dire bah, « moi aussi je l'ai vu ». Il n'a rien vu du tout, hein, mais c'est pas grave. Il va le dire, donc ils s'influencent un petit peu entre eux. Bon, ça mis à part, c'est vrai que leur témoignage, c'est quand même c'est troublant, surtout sur les cas de réincarnation. Pas forcément sur les ovnis, mais sur les cas de réincarnation, c'est assez sidérant. Il y a des cas d'ovnis que je développe dans le bouquin, justement, avec des gamins qui ont vu vraiment, là encore une fois, pour inventer ça, c'est très fort. L'affaire de Cussac aussi, notamment. Voilà, l'affaire de Cussac, par exemple. Voilà. Des personnages qui... alors, encore une fois, on est dans les années en 76 ou des trucs comme ça. Il faut regarder ce qu'ils voyaient à l'époque. Par exemple, il y avait à l'époque, dans les années 70, la fin des programmes que les enfants souvent ne voyaient pas, mais ça leur était interdit parce que c'était 23 heures, je sais pas quoi. On voyait une espèce de boule comme ça qui était la Terre avec des personnages s'envoler comme ça, en battant des bras avec une musique très spécifique. Elles décrivent, les enfants, pardon, parce que c'était un garçon et une fille, décrivent un peu ce genre de choses. Ils volaient un peu autour de la boule et ils se remettaient dans la boule comme ça, tout en volant d'une manière assez bizarre. Donc voilà, c'est à analyser évidemment, mais souvent les témoignages d'enfants sont quand même, je trouve, hyper intéressants parce que normalement pas pollués par une culture énorme comme on peut l'avoir nous aujourd'hui. Oui. Alors, après, au-delà des ovnis, la question en fait qui concerne toujours avec les enfants, c'est leur prédisposition psychique, soit à être responsable de phénomènes, hein, comme on l'avait avec les hantises, mais soit aussi de recevoir, notamment par la médiumnité. Tu traites plusieurs affaires de médiums avec des enfants, en l'occurrence. Les médiums semblent avoir cette capacité à parler avec des anges, avec la Vierge, avec des défunts. Pourquoi les enfants auraient cette capacité à briser le voile un petit peu avec l'invisible? Alors, encore une fois, mis à part les amis imaginaires ou des enfants qui vont vous dire « Tiens, j'ai vu mamie, elle était dans la chambre assise là, alors que la mamie en question est décédée depuis 3 mois. » C'est assez particulier. J'avoue que je ne sais pas trop quoi en penser. On est influencé, nous, par le Sixième Sens, le film Sixième Sens, parce que là, c'est un enfant, évidemment, qui a des contacts directs, qui voit les morts, qui lui parlent, etc. Or, dans la réalité, finalement, il y a peu d'enfants qui ont eu ce cas-là. Je veux dire, dans le cas du Sixième Sens, c'est quand même énorme. Des enfants médiums qui ont eu autant de contacts que ça, moi, j'en connais absolument pas. Qu'un enfant vous raconte quelque chose de très particulier, je prends le cas de la grand-mère qui était assise dans la pièce ou des choses comme ça oui, mais ça va pas généralement plus loin. Généralement, hein, il y a quand même quelques histoires. Sinon, ouais, les enfants, encore une fois, c'était quoi la question? Je me suis un petit peu perdu. C'était par rapport au fait que les enfants ont souvent ces capacités médiumniques, c'est-à-dire de parler avec soit les défunts, tu l'as dit, la grand-mère, soit les anges ou la Vierge ou des figures religieuses, par exemple. Alors, je connais pas trop d'histoires d'enfants qui racontent avoir discuté avec un ange. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est dans l'histoire de cas de mort. On a possiblement Jeanne d'Arc, qui était très jeune. Oui, dans les récits, du moins. Oui, mais Bernadette Soubirous, qui a vu la Vierge, pareil. Alors, ils étaient assez jeunes aussi, et elle voit quelque chose d'extraordinaire. Ouais, je sais pas trop quoi en penser. Parce que voilà, ils sont pas comme les médiums classiques, c'est-à-dire on va pas les interroger comme dans le Sixième Sens en disant voilà, est-ce que tu peux nous dire si telle personne est là et peut nous parler, etc. On les embête pas avec ça, quoi, normalement. Ils sont juste spontanés sur certaines choses. On a l'impression effectivement qu'ils captent certaines choses. On a l'impression aussi que jusqu'à un certain âge, ils sont capables, et heureusement pas tous, de inconsciemment provoquer des phénomènes assez curieux. Ils sont aussi capables. Je l'ai testé avec mon propre fils, et je le fais, alors là, c'est toujours très délicat avec les enfants des autres, mais bon, quand ils ont 3, 4, 5 ans, vraiment avec beaucoup de précautions, je leur demande des choses pour voir s'ils se rappellent de avant le ventre de maman. Et c'est rigolo parce qu'ils te sortent des choses, mais alors incroyablement, naturellement, en disant oui, parce que c'est moi qui conduisais le bus, ou c'est des trucs comme ça. C'est incroyable. Donc on a l'impression, hein, c'est pas qu'on le voit, mais on a l'impression qu'ils gardent un souvenir d'avant leur propre naissance. Et après, ça s'efface. Il y a des choses, l'impression du déjà-vu, par exemple, ça fonctionne très bien jusqu'à 25 ans, globalement. Après, on n'a plus cette impression du déjà-vu. Donc, ça fonctionne très bien chez les jeunes, souvent autour de 15 ans. C'est l'impression du déjà-vu, ce petit bug du cerveau qui est assez incroyable. Donc, oui, il y a vraiment quelque chose de particulier chez les enfants.
Il semblerait qu'ils aient des capacités qui s'estompent avec l'âge, ça disparaît, plus ils ont de culture, plus ils connaissent ce monde dans lequel ils sont, et plus on dirait qu'ils vont oublier l'autre monde, comme un phénomène naturel. Après, il y en a qui, on ne sait pas pourquoi, vont garder beaucoup plus, alors soit de souvenirs, soit de capacités, soit de... Voilà, c'est juste ça le constat que je peux faire chez les enfants. On arrive au pays imaginaire de Peter Pan, hein, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les personnes qui essaient de faire des expériences médiumniques, du channeling ou tous les autres procédés qui existent actuellement vont utiliser des méthodes, du pendule, du tarot, tout un tas de vecteurs divers et variés, alors que les enfants n'utilisent rien. Ça se fait naturellement. Voilà, ouais. Donc il y a bien cette idée de capacité naturelle quasiment qu'on aurait possiblement en potentialité et qu'on va perdre. Alors pourquoi, à ton point de vue, bien sûr, on n'a pas de réponse, mais à ton avis, pourquoi on perd cette faculté? Alors, encore une fois, je remets une petite barrière en disant attention, la surinterprétation. Un gamin qui va rêver de son chien qui est mort 3 mois avant, lui va dire à sa mère, tiens, j'ai vu Choupi dans la salle de bain hier, quoi. Or, en fait, il l'a rêvé, mais il n'est pas capable il n'y a pas cette notion-là. D'ailleurs, c'est intéressant, je reprends encore une petite parenthèse, la notion de temps chez les enfants, elle est assez incroyable. Faut imaginer, ils ont fait des calculs comme ça, c'est intéressant. La notion de temps, c'est quelque chose de très particulier. Un gamin entre 5 et 10 ans, quand on a entre 5 et 10 ans, ces 5 années qui vont passer, eh bien, c'est la même impression qu'on a quand on va de 40 à 80 ans. Ça nous paraît donc extrêmement long. Ce qui veut dire aussi que peut-être qu'avant 5 ans, c'est encore plus long, et c'est très probable, d'ailleurs, quand on pioche dans nos profonds souvenirs, on a l'impression, quand on était tout petit, que les journées étaient absolument interminables, que quand on allait au lit pour dormir, on se disait, mais ça va durer des tonnes, est-ce que je vais revenir? C'est toutes ces notions très particulières à l'enfance et à l'adolescence. Je trouve que c'est intéressant, mais attention à la surinterprétation, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que oui, on peut vu d'adultes, se dire ouais, c'est quand même incroyable qu'il ait parlé du chien qui est mort il y a 3 mois et qu'il a vu ce matin à la cave. Oui, non, ça c'est clair et net mais ça revient au problème du témoignage oral, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, même pour un adulte. Un témoignage oral ne se suffit pas à lui-même, ce n'est que la parole et l'interprétation et la perception d'une personne. Ce qui ne veut pas dire que la personne ment, hein. Souvent, quand je dis il faut se méfier des témoignages oraux, souvent les gens disent oh oui, tu fais pas confiance aux gens. Non, c'est pas que je leur fais pas confiance, c'est juste que c'est sa perception à un moment donné. Et c'est pareil évidemment pour les enfants encore plus, vu la somme d'informations et leur esprit critique qui n'est pas forcément encore développé, qui fait que mélanger un rêve et de la réalité, c'est tout à fait concevable pour les enfants, bien entendu. Oui, et puis les parents appuient aussi derrière, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont une bonne histoire avec je me permets de reprendre un exemple parce que mon fils faisait ça aussi. C'était très étonnant. Donc j'habitais dans un petit village et je passais en voiture avec lui quand il était petit devant ce cimetière-là et plusieurs fois il m'a dit ah c'est la maison de papa. Donc ce qui est quand même très rassurant quand votre fils vous dit tiens c'est la maison de papa en regardant vers le cimetière. Et puis, pendant longtemps, je me suis dit, bon, bah, peut-être que, voilà, il a peut-être conscience qu'un jour, je serai peut-être dans ce cimetière-là, ou je sais pas, enfin, c'est bizarre. Et puis, un jour, je me suis dit, mais en fait, quand il était petit, à l'arrière, il voyait pas grand-chose, que la fenêtre lui arrivait là. Qu'est-ce qu'il pouvait voir? Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais essayer de passer en me baissant un peu, et en fait, on ne voyait que la croix. Puis un jour, j'ai acheté un presbytère, et il s'est trouvé qu'il y avait une grande croix au-dessus, sur le toit, qui ressemblait, mais alors exactement, à la croix qu'on voit à l'entrée du cimetière. C'est la même taille, la même forme, exactement la même chose, quoi. Donc je me suis dit, tiens, et c'était la maison de papa, là, pour le coup. Donc voilà, ça c'est une interprétation de ma part. C'est un enfant qui dit quelque chose, qui pense comme ça sur le moment, totalement d'une manière spontanée. Pourquoi il l'a dit, j'en sais strictement rien, mais c'est moi qui vais coller toutes les informations et créer une histoire que je vais trouver réelle et je vais la raconter à tout le monde. Et au final, voilà, on va venir voir mon fils en disant, c'est vrai que tu avais raconté ça à ton père quand il était petit. Et c'est extraordinaire. Et c'est peut-être pas si extraordinaire que ça, parce que c'est mon interprétation. Ouais, et on prend le phénomène à l'envers, encore une fois, c'est là que c'est intéressant. Le fait qu'il ait cette perception, quelle qu'elle soit, imagination, projection, simplement désir de dire ça à cet instant T, te dit ça, toi, ça rentre dans ton inconscient à toi, et puis un jour plus tard, quand tu retrouves la maison que tu vas acheter, tu te dis « Ah, tiens, c'est marrant, ça me fait penser à la chose que… » Oui, voilà, ouais. Et tu vois, tu peux toujours fonctionner de sens sur cet aspect. Ouais, c'est vrai. Et alors,
il y a une chose, c'est que si pour évidemment les amis imaginaires, les discussions avec les anges et les défunts, on peut tout à fait interpréter le rêve, la réalité, etc., il y a quand même certains cas où on va revenir dans du concret, si je puis dire. Alors je pense à deux affaires, notamment celle de la peintre Akiane Kramaric. Akiane, oui, c'est une femme qui a âgée de 30 ans à peu près aujourd'hui. 30 ans aujourd'hui, ouais. Là, on est quand même sur du concret, si je puis dire. Oui, parce qu'elle a des visions. En fait, elle a des visions et elle a un talent. Alors très jeune, hein, je ne sais plus quel âge elle avait, peut-être 7, 8 ans, je ne sais plus. Elle a commencé à peindre des visages et notamment le visage du Christ. Donc en fait, quand vous allez sur Internet, vous tapez son nom, vous allez voir ça. Et effectivement, elle avait un talent mais incroyable. Or, en fait, ce visage du Christ qu'elle a peint ressemble beaucoup à ce qu'on voit quand il cherche à réinterpréter le Saint-Suaire, c'est-à-dire à faire un modèle basé sur le Saint-Suaire. Bon, on a à peu près ce visage. Donc voilà, elle dit que c'est son guide. Alors il se trouve qu'il ressemble vraiment à Jésus. Enfin, c'est juste assez dingue. Mais je pense que le plus, il y en a un autre qui s'appelle Alexis Didier. Alors bon, lui, il est mort depuis longtemps puisque c'était un personnage du 19e siècle. Mais ce personnage-là, il a eu un don comme ça extraordinaire. Il était vraiment considéré comme un médium, mais alors hors pair. C'est Houdini disait d'ailleurs de lui, non, il n'y a pas d'arnaque. Lui, il fait de la vraie magie. C'était quelque chose de dingue. Et ces dons-là se développent chez très peu d'enfants, très très rare, franchement. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient. Là, c'est pas de l'interprétation. Pour le coup, il y a vraiment un don de dingue. Le mieux, à mon avis, pour essayer, entre guillemets, de prouver ce que racontent les enfants, c'est les histoires de réincarnation. C'est-à-dire que on a pas mal de cas actuels ou dans les archives d'enfants qui racontent, alors c'est souvent en Inde évidemment, mais c'est parce que l'espace culturel y est plus propice, mais qui racontent, on a aux États-Unis, en Angleterre, des cas très connus, le petit Macaulay, je crois que Macaulay c'était du côté de l'Angleterre, mais de l'Écosse, en limite, je crois. Je ne sais pas si tu connais un petit peu ces histoires-là. Non, je ne la connais pas, celle-là. Il y a James Salinger, qui est l'histoire la plus connue, très médiatisée, d'un gamin qui a des souvenirs. Lui, petit, il fait toujours le même cauchemar. Ça inquiète d'ailleurs ses parents et il dit l'avion est en feu, l'avion tombe, etc. Et puis, ses parents vont l'emmener voir un musée militaire où il y a des avions de la guerre de 40, notamment des batailles du Pacifique. Et il dit, c'est l'avion là, je le connais, c'est l'avion où le petit bonhomme, il était dedans et l'avion était en feu, et ainsi de suite, quoi. Et petit à petit, il va sortir des noms, d'ailleurs des surnoms. Les parents vont faire des recherches et vont, alors je résume vraiment encore une fois l'affaire, mais vont finalement découvrir que il y avait effectivement un personnage, un militaire qui était sur un bateau dans le Pacifique, qui était aviateur. Il s'appelait James, comme le petit d'ailleurs James Fellinger, et il est mort abattu par un avion, etc. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'ils ont retrouvé ceux qui étaient encore vivants, et les surnoms correspondent. C'est-à-dire que, alors il n'a pas reconnu, le gamin, il n'a pas reconnu les anciens qui avaient beaucoup vieilli, mais il disait, ah oui, je me souviens de celui-là, de Titi, de machin, etc. Donc il avait donné les bons prénoms, et surtout il était très connaisseur en mécanique de ces avions-là, il avait les noms, y compris dans le musée, il disait, ah, mais ça non, ça sert à ça c'est un réservoir d'essence, etc. Donc ça épatait vraiment les parents, alors que le gamin à l'époque il avait 7-8 ans. Et le cas du petit Macaulay, je ne sais plus quoi, lui c'était en Écosse, on va dire. Alors il y a eu un documentaire extraordinaire de fait sur lui, parce que le gamin se souvenait vraiment très bien de sa vie d'avant. Alors il ne disait pas comme ça, il disait à sa mère, je veux pas que c'est toi qui viennes me chercher à l'école, je veux que ce soit mon autre maman. Et puis il n'était pas bien, il disait, moi je veux aller dans ma maison, je veux rentrer dans ma maison, alors qu'il était chez lui avec sa mère. Enfin, c'était très perturbant. Et donc du coup sa mère s'est un petit peu inquiétée, elle est allée voir un psy. Le psy connaissait un collègue américain qui s'occupait de tous ces cas d'enfants et de réincarnation, et ils sont allés, alors parce que le petit disait, je vois là où j'étais avant, c'était sur une île, on y arrivait en bateau où il y avait une piste d'aviation sur la plage, une piste d'atterrissage sur la plage. Il disait, j'avais une maison blanche, on avait un chien noir et blanc, enfin, tout un tas de choses, y compris d'ailleurs le nom de la famille dans laquelle il était, quoi. Et c'est là que l'histoire devient complètement dingue, c'est qu'effectivement, ils vont aller avec un journaliste, plus le psy américain, plus la mère et le gamin sur l'île de Barra. Et sur cette île de Barra, c'est exactement ce que décrit le gamin. C'est-à-dire vraiment, l'avion atterrit sur la plage, les maisons sont blanches, il y a un chien noir et blanc, il retrouve la maison dans laquelle il aurait vécu. Et ça, c'est très beau à l'image, parce qu'on voit le gamin qui est vraiment, il est scotché, et il est
comme nostalgique, perdu, et comme s'il comprenait que c'était plus sa vie d'aujourd'hui. Mais là où l'histoire ne finit pas comme on l'imagine, c'est que ils vont faire des recherches sur cette famille qui vivait dans la maison-là. Or, la famille en question, c'était pas si vieux que ça, hein, ils vivaient là dans les années 60-70, et cette famille en question, eh ben, elle est toujours vivante. Donc, ils ont eu des enfants qui effectivement jouaient avec un chien, qui était le chien des voisins, qui était noir et blanc. Pas un enfant n'est mort. Ça peut pas être une réincarnation. C'est ça qui est fou, quoi. Donc, le gamin raconte tout un tas de choses qui sont vraies à 70%, et de la même manière, avec autant de conviction, il raconte des choses qui sont fausses à 30%. Et là, et pire encore, il ne peut pas y avoir une histoire de réincarnation puisque ce qu'il raconte a existé et continue d'exister. Les personnes ne sont pas mortes, quoi. Donc, c'est là qu'on peut parler d'annales akashiques, de connexion avec un cloud géant, voire de multidimensions, je ne sais pas. Mais résumer l'histoire de la réincarnation en disant « ouais, il y a des histoires d'enfants, ils racontaient des trucs, c'était vrai, donc c'est la preuve de la réincarnation », non, moi je dis toujours, c'est comme si demain vous achetez un ordinateur à la FNAC, vous découvrez, il est neuf, hein, donc il n'y a rien sur le disque dur, mais vous découvrez qu'il y a un fichier avec plein de photos depuis la naissance jusqu'à là, vous n'allez pas dire c'est ma vie d'avant, vous allez dire tiens, il y a quelqu'un qui a mis des photos dessus, ça peut être à quelqu'un, voilà, c'est peut-être que les souvenirs qu'ont ces enfants-là ne leur appartiennent pas forcément en tant qu'âme, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, mais ils ont peut-être hérité d'un morceau d'information du cloud. Je t'ai lire là, mais bon. Ah non, non, mais ils l'ont toujours. Ouais. C'est un mot d'usage, mais on en revient au cœur d'un problème qui dépasse largement ces sujets, qui est quel est l'élément qu'on ne voit pas qui permet ça, quel que soit son nom, hein, on aurait pu l'appeler le Chill Mana, oui. la force dans Star Wars, peu importe, en fait, on n'a pas de terme et on n'a aucune preuve et on ne peut pas le mettre en évidence, mais si pas de contact, si chose qui se passe à distance, télépathie, télékinésie, tout ce qu'on veut, ça suggère l'existence de ce grand agent inconnu. Et pour l'illustrer, j'ai une autre question. C'est sur ces enfants qui justement vont tordre des cuillères, bouger des choses, et toutes les expériences qui ont été faites en ce sens pour tenter de comprendre en fait. Alors c'est un peu la mode Uri Geller hein, à l'époque où on faisait tout un tas de choses avec les objets. Qu'est-ce qu'on peut dire de toutes ces expériences, de toutes ces recherches aujourd'hui? Alors, il y en a eu pas mal de faits. Alors, on voit dans Matrix, effectivement, une sorte d'école un petit peu secrète où on explique que le gamin explique que la cuillère ne se tord pas, c'est ton esprit qui pense que la cuillère se tord. Sauf que nous, on a du matériel. Donc, je repars sur l'Institut Métapsychique International de Paris. Ils ont fait. Quand je dis ils n'étaient pas très nombreux à le faire, et surtout sous l'influence d'une femme. Et c'était la mode, effectivement, de Uri Geller. Uri Geller, pour résumer, était un personnage, c'est un Israélien, personnage très médiatique, qui, devant les caméras, tordait des cuillères, faisait arrêter les montres, tout un tas de choses un petit peu vraiment curieuses. Voilà, et des magiciens ont tenté, quelquefois avec succès, de l'imiter. Mais voilà, c'était un personnage incroyable. Et donc, du coup, il est arrivé une histoire de mode on peut, en frottant comme ça une cuillère, la faire se tordre d'une manière un petit peu inexplicable. Donc, l'Institut Métapsychique de Paris a discrètement recruté 3-4 gamins, je crois, dans les années 70, et ils ont fait des expériences qui ont fonctionné. Donc moi, j'ai pu voir et toucher ces fameuses cuillères. Alors d'ailleurs, en fait, il y a même d'ailleurs des fourchettes, mais qui sont tordues. C'est pas juste plié comme ça, hein. C'est tordu comme si un torchon, hein, c'est un truc de fou. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont issues de ces expériences. Ils ont aussi essayé ce qu'on appelait l'imprégnation photographique de l'âme. Donc, en fait, ils ont donné un appareil photo avec de la pellicule à l'époque vide, une sorte de Polaroid, et puis il fallait que les enfants se concentrent, et on voit comme ça une image mentale, et qui devait ressortir sur la pellicule, et là aussi, il y a eu quelques résultats, pas très probants pour être très honnête, mais bon, voilà. On ne peut pas dire que c'était très scientifique, même si l'IMI se veut quand même un peu plus... a une approche aujourd'hui peut-être un peu scientifique, mais en tout cas à l'époque, pas énormément, mais c'est troublant, voilà, donc ces gamins-là, ils veulent plus parler aujourd'hui, parce qu'évidemment, ils sont toujours de ce monde, et ils veulent plus parler de ces expériences-là, que voilà, est-ce que c'était une manipulation? J'en sais rien, j'en parle évidemment avec beaucoup de détails dans le bouquin, mais c'est une des rares expériences faites avec des enfants comme ça dans ce contexte-là. Et encore, alors c'était amusant, ils n'étaient pas dans un laboratoire, ils étaient plutôt dans le salon de la personne en question, enfin la personne que je n'ai pas citée heureusement, mais que cette dame-là qui les invitait chez eux, voilà, c'était un peu récréatif, mais ils voulaient une approche quand même scientifique, donc ils notaient tout.
il y a pas mal de photos et quelques films aussi qui sont assez intrigants. J'avoue que là, les films, c'est assez intriguant. Je ne les vois pas du tout manipuler ça avec After Effects à cette époque-là. Oui. Alors, c'est vrai qu'il devait y avoir un petit côté un peu centre-aéré, sans forcément les méthodologies scientifiques du Oui, monde moderne, mais ça a ouais. eu au moins le mérite d'être fait. Avec toutes ces histoires que tu as enquêtées, c'est laquelle qui t'a le plus perturbé? Alors, comme petite parenthèse, j'ai pas enquêté. D'habitude, vraiment, j'enquête beaucoup parce que je vais sur le terrain, je rencontre les gens et ainsi de suite. Là, en l'occurrence, comme il y a pas mal de cas d'archives, c'est pas forcément le. Voilà, il n'y a pas une énorme enquête. C'est-à-dire, je vais recouper les informations tant que j'ai une matière à recouper. Quand j'en ai pas, je raconte l'histoire et je donne un avis par rapport à tout ce que je connais et à tous les autres cas que j'ai pu rencontrer. Mais alors, donc, du coup, quelle est l'histoire dans ce bouquin? Alors, attends, parce que j'avais juste pris quand même le sommaire ici, parce que j'ai pas forcément la mémoire de tout. Euh, Quelle est l'histoire qui m'a le plus marqué? C'est, je suis toujours sur mes histoires d'apparition de la Vierge, donc c'est quand même un petit peu ça, parce que c'est vrai que ça touche beaucoup les enfants. Mais j'avoue que la plus... oh, il y en a plein, elles sont toutes rigolotes, là. L'enfant, le forain, l'enfant et l'ovni, c'est rigolo aussi. La petite fille qui me regarde au plafond, c'est un titre du chapitre, c'est très bizarre aussi. Mais ouais, on va dire que les enfants verts de Woolpit, même si c'est relativement... c'est pas très connu. Je sais pas si tu connaissais cette Non, histoire-là. je connaissais pas avant ton livre, hein. Je connaissais pas du tout. Donc ça, les enfants verts de Woolpit et un chapitre qui s'appelle Les enfants et les extraterrestres. Voilà, je trouve ça hyper intéressant. Les enfants possédés aussi. En fait, tout m'a intéressé, vraiment. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est les enfants verts de Woolpit, parce que je pensais que c'était une légende urbaine. Or, les textes existent vraiment dans les archives. Ils sont consultables. Ils ont été étudiés, traduits. Et c'est vraiment, voilà, pourquoi raconter une histoire pareille si elle est fausse? Voilà, j'explique, il y a pas mal de théories d'explications possibles, mais on a tendance à se dire que finalement la plus crédible, c'est celle d'enfants qui sont passés d'un monde à l'autre. Je reprends sur les enfants verts de Woolpit parce que ce qui est extraordinaire, mais je le dis aussi dans le bouquin, c'est que en fait, ils ont découvert des exoplanètes, on en découvre maintenant presque tous les jours, mais des exoplanètes, là, une grande partie, il ne faut pas dire une majorité, sont des planètes qui ne tournent pas sur elles-mêmes. Donc, qui présentent toujours la même face à leur étoile. Or, ils se demandent si la vie est possible sur ce genre de planète, et ils ont des réponses probables, possiblement oui, mais alors pas évidemment sur la surface qui est super exposée, et non pas non plus sur la surface qui est trop à Oui, l'ombre, une quoi. sorte Mais de sur zone entre deux. certaines zones, à condition qu'il n'y ait pas des vents fantastiques de 800 km/h qui balayent tout, parce qu'il y aura une différence évidemment entre d'un côté et de l'autre, ça peut provoquer aussi énormément de vent. Enfin bon, ils imaginent qu'il est possible qu'une vie ça se développe sur ces deux bandes comme ça sur le côté, et si c'était le cas, si des gens habitaient là, ils verraient comme une espèce de coucher de soleil permanent avec une température relativement agréable qui ne change pas des masses, et puis surtout un ciel un peu violet, comme ça, violet-jaune, si on a la même style d'atmosphère qu'ici, quoi. Bon, ça paraît complètement loufoque, mais c'est rigolo quand même, quoi. C'est-à-dire que voilà, l'idée que ces gamins racontent qu'ils viennent d'un monde, enfin c'est la gamine qui raconte ça, mais qu'elle vient d'un village où le soleil n'apparaît jamais et que c'est toujours un coucher de soleil permanent ou un lever de soleil permanent, sans le voir, hein, ils ne le voient jamais. Il ne faut pas d'ailleurs, sinon ça leur ferait du mal. Donc du coup, voilà, je trouve ça dingue parce que aujourd'hui, scientifiquement, on se dit, mais oui, en fait, c'est possible. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que c'est raconté à une époque ancienne où on n'a pas forcément nos connaissances actuelles, mais aussi pas du tout l'influence de la science-fiction, des films, etc. Donc, Voilà, ouais, complètement. Ouais. fallait pouvoir l'imaginer déjà dans la perception. Bien sûr. Ouais, donc voilà, des petits hommes verts qui étaient des enfants, parce qu'encore une fois, il est dit que c'était des enfants. Mais bon, faut lire le bouquin parce Oui, que après, oui, bien trouver sûr. Mais ça, l'information. les gens pourront découvrir l'intégralité de ces enquêtes dans ton livre. J'avais une dernière question avant de clôturer cette émission, question plus pragmatique, si je puis dire, mais je pense qu'il est important de la poser quand on traite du sujet des enfants. Si des parents vivent une expérience de ce type avec leurs enfants, poltergeist, exorcisme, hantise, enfin tout ce qu'on veut, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? De l'écoute, Ah, protéger, documenter, chercher. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner en comme quelques fait, conseils, comment réagir?
Alors, je ne sais pas je ne sais pas quoi dire dans ces cas-là. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on peut s'amuser avec les enfants. On peut essayer de voir, effectivement, si ils ont des capacités, entre guillemets, un peu hors normes. Vous savez, les cartes de Zinner, là, c'est-à-dire ces cartes où il y a une étoile, des vagues, un carré, un rond, etc. Demandez à un gamin qui a 6 ans, c'est un jeu pour lui. Là, tu devines où est le rond, et ainsi de suite, quoi. Ou l'inverse, quoi. C'est-à-dire, tu poses ta main et tu dois voir un dessin dans ta tête. Et puis voilà. Quelquefois, on remarque que les enfants, quand ils jouent à ça, sont beaucoup plus doués que les adultes, tant qu'ils ne réfléchissent pas. Et c'est ça qui est rigolo, quoi. Donc, tant que c'est un jeu, il n'y a rien à gagner, machin, c'est juste un jeu, on fait comme ça, ok, ça peut marcher. Donc, il y a des petits trucs, quand je disais que je demandais à mon fils avant ce qu'il avait vécu avant qu'il soit dans le ventre de maman et qu'il ait une réponse, c'était assez sidérant. On peut, alors, avec beaucoup de diplomatie, enfin, beaucoup de précautions, s'amuser un petit peu à ça pour sonder un peu les enfants. Quant aux enfants qui déclenchent des phénomènes type poltergeist, alors là, j'ai pas de conseil à donner, si ce n'est que, à mon sens, de ce que j'en comprends aujourd'hui, c'est qu'il y a un mal-être profond chez l'enfant. Je conseillerais d'abord de le déplacer, de changer d'endroit, voir s'il n'y a pas un problème effectivement. Alors là, je ne sais quoi qui n'est pas très scientifique, mais d'ondes de champs électromagnétiques dans la maison en question qui perturbe l'enfant ou qui interagit mal avec l'enfant. J'en sais rien. En tout cas, déplacer d'abord l'enfant, faire en sorte de parler avec lui pour savoir quel est son mal-être et essayer de faire en sorte que ça s'améliore et voir si les phénomènes s'amenuisent ou au contraire s'ils s'accentuent. Mais surtout, ne pas lui dire que c'est sa faute, que c'est pas lui qui le fait et qu'il n'y a rien de méchant. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas connaissance, mis à part dans les films, de phénomènes de poltergeist ça a tué quelqu'un. Je crois qu'il y a peut-être un cas, et encore c'est très discutable, mais un ou deux cas peut-être. Ouais. Mais bon, voilà, ça reste vraiment moins méchant que beaucoup d'autres choses. Oui, j'ai tendance à dire pour la blague, la chasse aux sorcières a tué plus de gens que les sorcières. Ah oui, bah, c'est sûr. Et il nous a fait perdre aussi, beaucoup de connaissances aussi. Oui, aussi, notamment. Vaste sujet également. Écoute, on va arriver tranquillement à la fin. Je te remercie tout d'abord d'être venu pour nous parler un petit peu de ces travaux de ce nouveau livre. Je rappelle d'ailleurs pour tous nos auditeurs que le livre sera disponible le 18 septembre aux éditions de L'Opportun. Vous trouverez le lien en description de la vidéo et vous pourrez le trouver partout sur Internet, dans toutes les librairies en ligne ou chez votre libraire en donnant le titre David Gallet, Histoire paranormale des enfants incroyables. Des enfants extraordinaires, je crois. Parce en fait, mon titre original, c'était Des enfants pas comme les autres. Des enfants pas comme les autres. Ouais. C'était des enfants face au paranormal, mais bon. Donc vous pourrez retrouver ce livre, mais également les autres livres, les archives mystérieuses, le paranormal en question, Paranormal, une enquête unique, les phénomènes expliqués, la France des lieux maudits. Voilà, vous trouverez toutes les références de David en bas de la vidéo pour ceux qui voudront en savoir plus. Merci beaucoup. Merci à toi, David, et puis à une prochaine fois pour d'autres enquêtes et d'autres énigmes, j'espère. Et puis à Rennes-le-Château, où on se croise régulièrement. Exactement, Rennes-le-Château, vaste sujet aussi voilà. En l'occurrence. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Ludovic, à bientôt.